Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, soyez les bienvenus à bord de votre émission de talk show Faut qu'on en parle en direct. Un sujet encore tabou en France, c'est celui du harcèlement où très souvent les victimes sont trop silencieuses. Nous allons donc aborder le harcèlement scolaire et numérique avec nos invités. Faut qu'on en parle, c'est bien évidemment votre émission. Il est possible d'interagir avec nous et nos invités pendant l'émission, mais aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP, ainsi que sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75. Nouvelle émission, mais pas de nouvelle co-animatrice. Je suis bien évidemment toujours accompagné de Mylène pour diriger ce débat. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. La rentrée est pour certains élèves un calvaire. Le harcèlement scolaire n'est pas chose nouvelle et les victimes se comptent en millions. Près d'un enfant sur 10 est harcelé chaque année à l'école. Comment mettre fin à ce fléau ? Pourquoi un élève plus qu'un autre ? Que risquent les harceleurs ? Quels sont les signes qu'un enfant se fait harceler ? Comment en tant que parent l'aider ? Nos spécialistes en plateau répondront à leurs questions. Le harcèlement de rue est de plus en plus courant. Qu'est-ce que c'est réellement ? Les sports de combat sont-ils bons pour apprendre à se défendre ? Que faire si vous êtes pris à partie dans la rue ? Enfin, le harcèlement numérique est une nouvelle forme. On parle aujourd'hui de cyberharcèlement. Comment lutter ? Les plateformes en sont-elles responsables ? Mettent-elles suffisamment de moyens pour surveiller et punir ? Créer un ministre des réseaux sociaux, est-ce la solution ? Harcèlement scolaire et numérique, comment lutter ? C'est notre enquête tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et nous recevons pour cette émission Nathalie Rocailleux qui est directrice de AFL Transition et psychologue clinicienne. Bonsoir. Bonsoir. Claude Payon, retraité de la gendarmerie criminelle, formateur sécurité intérieure. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Louisette Tchouchichine qui est directrice de l'association Le Cap à Draguignan. Bonsoir. Romaric Aubertin qui est moniteur ceinture noire du self-défense Krav Maga Area à la Valette. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons par téléphone Jordan Cartier qui est victime de harcèlement. Bonsoir Jordan. Jordan ? Ah. On aura en deuxième partie d'émission Pierre qui est référent de l'antenne de Paris pour l'association Stop Harcèlement de rue au téléphone. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission en vidéo ou sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, vous avez été très curieux et vous nous avez posé pas mal de questions. Commençons tout de suite cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, as-tu des chiffres sur le nombre d'élèves harcelés ? Oui, en France, lorsqu'un élève est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, il est alors possible de parler d'harcèlement scolaire. Selon les derniers chiffres du gouvernement, 5 à 6% des élèves seraient victimes, mais les associations estiment que ce chiffre s'élèverait en réalité à 10%. On le disait dans le sommaire, près d'un enfant sur 10 est harcelé chaque année à l'école. Et à partir de quel âge ça commence ? Une récente étude de l'IFOP explique que ces violences auraient lieu majoritairement au collège pour 54% d'entre elles, mais aussi en primaire pour 23% et 13% au lycée. Plus grave, 61% des élèves harcelés disent avoir des pensées suicidaires. On passe tout de suite aux réactions de nos auditeurs. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Alice Dumont qui nous écoute là-bas. Je suis maman d'un petit Léo de 6 ans. C'est ma plus grande hantise que mon enfant soit harcelé à l'école et que je m'en rende compte de rien. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Je vais bien écouter vos conseils pour déceler son comportement. Tom de Paris, j'ai été harcelée toute ma scolarité. Si mon niveau de vie aujourd'hui est ma plus belle revanche, on garde des séquelles. Je comprends vraiment pas pourquoi l'être humain est si méchant. Et on va donc commencer cette émission en définissant bien le harcèlement. Tiens, Nathalie, qu'est-ce que le harcèlement ? Alors le harcèlement, c'est lorsque on a des situations qui amènent une personne à être la cible d'attitudes malveillantes qui sont répétées dans le temps. Donc selon la loi, mais ça je laisserai mes collègues juristes intervenir, c'est au moins 2 fois dans 2 années. Voilà, donc ça, on va dire que c'est une définition qui est très large. Mais après, le harcèlement scolaire, on verra au long de l'émission comment ça se manifeste et surtout
quels sont les enfants qui sont la cible de harcèlement scolaire et quels sont les enfants qui peuvent être auteurs aussi. Effectivement, dans la notion de harcèlement, Louisette, comment on peut le définir ? Parce qu'effectivement, comme vient de le dire Nathalie, c'est large. Alors c'est large, c'est vrai qu'au départ, dans les premières définitions, on parlait d'agissement. Maintenant, au niveau du code pénal, d'ailleurs, on parle de propos et de comportement. Et il y a aussi, dans ces propos et dans ces comportements, il y a également la notion de dégradation de vie, dégradation des conditions de travail quand il s'agit du harcèlement au travail, mais dans tous les cas, il y a une dégradation des conditions de vie avec des effets sur la santé physique ou sur la santé psychologique. Donc c'est la définition du harcèlement, propos ou comportement, qui sont répétés, mais pas que. Mais tout à l'heure, on en parlera peut-être. Et comment bien faire la différence entre moquerie, chamaillerie et harcèlement, du coup ? On va dire que c'est le degré. C'est le degré, et c'est justement parce que ça va dégrader les conditions de vie. Tout le monde peut se chamailler, et c'est pas forcément du harcèlement. Mais pour autant, il y a des degrés qui à un moment donné, font que ça va dépasser des limites. Donc vous parlez de degrés, mais où commence du coup le harcèlement scolaire ? Une chamaillerie, une bousculade ? Je dirais que le harcèlement, il va commencer par rapport à celui qui le vit. Et peut-être justement, comme on a une psychologue qui est là et une formatrice, je pense que c'est à partir du moment où la personne qui le subit, ça commence à lui poser des problèmes et qu'elle commence justement au niveau de ses conditions de vie se dégrader, puisqu'on parle de dégradation des conditions de vie. On peut d'ailleurs être victime de choses répétées sans que ça dégrade ses conditions de vie. Mais par contre, quand une personne commence à vivre des choses de façon assez difficile et que malgré cela, ça continue, là on peut commencer à parler de harcèlement. Nathalie ? On a le degré, bien entendu, de violence. On a également la fréquence des violences et on a également le nombre de violences, hein, c'est-à-dire le nombre de personnes qui peuvent avoir des actes violents ou des propos violents ou des attitudes simplement comportementales qui peuvent affecter la qualité de vie à l'école d'un élève. Donc en fait, bien entendu, le harcèlement, il va venir si on a un groupe de personnes qui a des actes répétés, si on a une seule personne qui a des actes répétés vers un enfant, que l'enfant se sent mal, bien sûr, hein, Louisette, dans le ressenti, c'est extrêmement important parce que la qualité de vie de l'enfant, elle va être très affectée sur le plan affectif, mais aussi sur le plan psychosocial. On verra ce que ça signifie tout à l'heure. Et sur le plan de la socialisation, puisque l'enfant, il va avoir tendance à réduire ses relations sociales pour limiter les effets et l'impact du harcèlement moral. Donc, le harcèlement, il est au départ moral. C'est-à-dire que l'enfant, il va avoir des conséquences psychologiques extrêmement importantes et extrêmement délétères. Voilà, donc bien sûr, il y a des niveaux, des degrés de violence, d'atteinte. On verra lesquels tout à l'heure. Mais il y a aussi des degrés d'atteinte par rapport à la fréquence et au nombre de personnes qui va se retourner contre l'enfant. Parce que bien entendu, l'effet de groupe, c'est un effet qui va être très important dans le harcèlement scolaire. Ouais, pas étonnant. Oui. Romaric, que toi, du coup, tu as été harcelée. Ça a commencé d'où pour toi le harcèlement ? Alors pour moi, le harcèlement avait commencé quand même, ça va surprendre plus d'un, mais dès la maternelle, ça avait commencé tout bêtement là, parce que j'étais pas, on va dire, du coin, j'étais pas du village, et que j'étais en plus un enfant où je réussissais très bien certains exercices, et puis il y en avait d'autres, j'avais plus de mal dans tout ce qui était le dessin, tout ça. Ce qui est normal, puisque avec mon handicap, j'étais, on va dire, plus fort intellectuellement que sur tout ce qui était au niveau pratique, tout ce manuel. Qui se faisait avec les mains, c'est ça, manuel. Et problème graphique, je suppose. Non, pas spécialement. Problème graphique, justement. J'avais même appris à lire assez facilement. Non, c'était juste que j'étais un enfant différent. Par exemple, quand les autres faisaient la sieste, moi j'avais du mal à la faire. Je comprenais pas à quoi ça servait en fait. Donc, le harcèlement, en fait, il est venu notamment parce que la maîtresse a eu un comportement différent. Parce qu'elle n'aimait pas gérer un enfant qui était pas dans le lot, dans le moule. Donc, du coup, ça a commencé avec de la stigmatisation, un peu, on va dire, de rancœur, un peu de haine. Et de là, c'en est venu que ce que faisaient les adultes,
répercuté sur des enfants, et quand même des enfants de maternelle, moyenne section, c'est quand même 4-5 ans. Et du coup, petit à petit, ça m'a enlevé un cercle de copains jusqu'à devenir, on va dire, un peu le paria de l'école maternelle, alors que j'avais rien demandé. Et toi, Jordan, ça a commencé où ton harcèlement scolaire ? Bonsoir. Moi, ça a commencé tard, on va dire, vers la primaire et le collège, parce que moi aussi, je suis en situation de handicap. Et j'ai des souvenirs plus au collège, parce que ou dans l'école privée, parce que je m'en souviens, quand il y avait une bêtise de fête, c'était moi, ou alors on me tirait par les cheveux. J'étais comme votre invité, c'est vrai que j'étais un peu le paria, la bête noire, je dirais, de l'école privée et du collège. Je m'en souviens au collège, c'était très compliqué. Donc, on garde des séquelles, même encore. Après, moi j'ai eu le harcèlement scolaire et le harcèlement et le cyberharcèlement il n'y a pas longtemps. Donc j'ai eu les deux. Ah oui. Et donc un peu plus tard que Romaric en plateau. Donc Romaric, toi, ça a continué, on suppose, bien après la maternelle et tout. Oui, tout à fait. Ça avait continué après en école primaire. Suite à ça, j'ai donc dû être scolarisé par correspondance parce que je ne supportais plus. Ah oui, et carrément cours plus possible dans un établissement. Plus possible. Et ensuite, j'ai essayé de réintégrer, on va dire, le lycée plus tard. Je suis allé dans un lycée privé qui était hors contrat, une petite structure qui faisait un peu comme un lycée de seconde chance. Moi, j'aurais préféré réintégrer le public directement. Mes parents avaient préféré me mettre là, pensant que ça allait être mieux. Et c'est là que, du coup, j'ai resubi du harcèlement. Mais là, plus grave, puisque c'est quand même allé jusqu'à une hémorragie cérébrale. Ah oui, non mais là, oui. Très grave. Oui, c'est suite à ça, d'ailleurs, que je me suis mis à m'orienter vers les arts martiaux. Et ça m'a tellement plu de m'orienter dans cette voie, de retrouver confiance en moi ou tout, que j'ai décidé, à ce moment-là, de donner cours, non pas pour donner des cours d'arts martiaux, pour apprendre en gros à casser des bouches, c'était pas ça le but, c'était justement attirer tous les gens qui subissaient, on va dire, des violences, leur permettre de pouvoir dire non, pouvoir se défendre et éviter qu'une telle situation se reproduise un jour ou l'autre. Nathalie, on a du coup 2 harcelés qui ont des handicaps. Ah oui. Pas tous les enfants harcelés sont handicapés. Hélas, non, loin s'en faut, mais hélas, ça fait partie des indicateurs, malheureusement, des victimes. C'est-à-dire que le handicap, ça peut être vraiment, c'est comme chez les femmes victimes de violences, ça peut être vraiment captateur de toutes les situations délétères, la différence, le fait que ce soit toxiques. La différence. Oui, c'est ça. Alors, le fait que ce soit la différence, on verra toutes les différences aussi qui peuvent être attirées ce type de comportement. Mais je me souviens d'un slogan et j'ai envie d'en parler parce que c'était au début des années 2000 où on disait « changer l'école, pas d'école ». Ça, je trouve ça intéressant parce que changer l'école, pas d'école, ça signifie que c'est pas à la victime de partir de l'école. C'est à l'école de faire en sorte... Il semblerait justement que le sujet soit encore un peu tabou là-dessus et que c'est souvent pas ça qui se produit aujourd'hui. C'est la victime qui quitte l'école. Je vais être optimiste. Pas encore. Mais il faut absolument que les parents, là-dessus, persistent et légitiment l'enfant dans l'école et que c'est à l'école de changer. C'est-à-dire, c'est à l'école de prendre en charge, c'est à l'école de prévenir et c'est à l'école de traiter. Donc, à partir du moment où on est sur ces 3 situations, c'est-à-dire que les adultes prennent la responsabilité d'éduquer, parce que l'éducation nationale, c'est pas un vain mot, on est plus sur l'instruction civique, on est sur l'instruction, on est sur l'éducation. Éduquer, ça veut dire savoir vivre ensemble pour améliorer la société. Si l'école accepte qu'une victime s'exclue de l'école parce qu'elle est victime, alors on a perdu. C'est-à-dire que l'éducation nationale a perdu. Et là-dessus, moi, j'inviterai Claude Peillon à parler de la formation parce que c'est extrêmement important de former les personnels. Souvent, ils sont démunis parce qu'ils arrivent, ils sont devant une situation, ils ne savent pas gérer. Donc, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de l'écoute empathique. Et notamment dans les collèges, mais l'écoute ne suffit pas. Il faut savoir prendre en charge. Il faut avoir des instances clignotantes. Il faut réunir des équipes pédagogiques et des équipes éducatives pour que des décisions qui sont déjà pensées à l'avance soient prises. Si on ne fait pas ça, on sera toujours en échec, les victimes sortiront. C'est exclure de la société la victime. Or, vous voyez, aujourd'hui, on est à l'éviction d'auteur sur les violences conjugales, c'est-à-dire qu'on sort l'auteur du domicile. C'est la même chose dans les établissements scolaires. C'est pas à la victime de sortir. Et pour l'instant, c'est pas partout le cas. Voilà. C'est pas partout le cas parce que les personnels sont mal formés encore. Ils réclament des formations légitimement.
Mais c'est pas partout. Enfin, là aussi, je veux dire, on entend, c'est Jordan, c'est ça ? Oui, Jordan. Jordan qui dit, moi, c'est en collège que c'est arrivé. Vous avez donné les chiffres de l'IFOP tout à l'heure, 54% en collège, 23% en primaire, 13% en lycée. C'est ça. Pourquoi ? Parce que les conditions d'éducation dans le collège, au moment où l'enfant arrive à une période de sa vie qui va être très pulsionnelle, parce qu'il va y avoir transformation physique, il va y avoir des hormones, adolescence. Exactement, un désir de s'émanciper. Quand on dit désir de s'émanciper, c'est aussi transgresser. Quand on transgresse, on va s'essayer sur qui ? Sur celui qui nous semble le plus faible, ou le plus fort qu'on va transformer en plus faible. Voilà, ça aussi, ça peut être des mécanismes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'établissement scolaire du collège est extrêmement mal fait pour cette classe d'âge-là. Et ça, on ne l'a pas encore entendu. Donc, il faut qu'il y ait des actions peut-être plus fortes à mener dans les collèges ? C'est-à-dire qu'on libère beaucoup les jeunes avec beaucoup moins de surveillance, beaucoup moins d'encadrement, ce qui peut être un gage de confiance aussi, mais on ne peut pas donner... C'est pour les amener vers l'autonomie quand même. Absolument, bien sûr. Donc ça, c'est très bien. À partir du moment où on imagine que des situations délétères peuvent avoir lieu et qu'on a pris la responsabilité avant de faire de la prévention, ça c'est très important, et où on a pris la responsabilité de mettre en place des outils de traitement à l'intérieur de chaque collège. Claude, qu'en pensez-vous ? Alors très justement, comme disait Nathalie Rocailleux, effectivement, grande majorité c'est au collège, mais on peut bien que malheureusement constater dans l'évolution que cela commence dès la maternelle, mais c'est difficilement repéré. De fait que ce manque de formation et de connaissance de l'enfant, l'éducation nationale, oui, prend l'enfant en tant qu'enfant, mais ne prend pas l'enfant en tant qu'individu pouvant être victime de situations. Et on a souvent tendance à banaliser ou minimiser les actes qui se passent entre les tout-petits. Aujourd'hui, l'école, l'instruction, on va dire l'instruction scolaire, l'obligation de scolarité, entre guillemets, c'est à partir de 3 ans et c'est jusqu'à 16 ans. D'accord ? Aujourd'hui, comme disait très bien Louisette tout à l'heure, on parle dans l'altération, c'est l'altération des conditions de vie. C'est ce que la définition du harcèlement. La définition aujourd'hui du harcèlement scolaire, c'est vraiment l'altération dans les conditions d'apprentissage qui met en péril l'enfant et qui va être dans la difficulté de pouvoir régulièrement être dans une très bonne scolarité, parce qu'il va perdre des repères, il va perdre de la concentration, il va être isolé, comme le disait très justement Romaric. Au bout d'un moment, c'est l'isolement, parce qu'on le met de côté. Tu t'es senti isolé, Romaric ? De toute façon, on est très seul dans ces moments-là, puisque de toute manière, même quand on se plaint, à qui on doit se plaindre, au bout d'un moment, on va toujours dire ouais, mais finalement, si t'as des soucis comme ça, c'est peut-être à cause de toi. Donc en fait, au début, on va dire il y a un peu d'empathie, il y a un peu d'écoute, et puis après, finalement, ça se tourne que c'est peut-être notre faute. Après tout, on cherche bien si ça nous arrive sans arrêt. Alors que en fait, on culpabilise carrément. On essaye de rejeter la faute sur nous parce qu'on n'arrive pas à régulariser le problème. Or, à chaque fois qu'ils essayent de solutionner les problèmes, ils les aggravent. D'accord. À chaque fois, toutes les solutions. Jordan, tu as eu le même ressenti, je suppose ? Ah oui, ça m'a déclenché. Ça m'a déclenché beaucoup de crises d'angoisse après, parce que même encore aujourd'hui, alors je sais pas si c'est de la. Excusez-moi, j'ai oublié le nom, mais je me sens peut-être persécuté, mais c'est vrai que voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai été aussi victime d'harcèlement moral. On pourrait dire le mélange de cyberharcèlement et moral aussi, parce que voilà, mais c'est vrai qu'au collège, on culpabilisait, et il y a une sorte de culpabilité, effectivement, comme disait Romaric, moi j'ai fini par me dire, vu parce que je suis en situation de handicap, donc je suis hyperactif avec le syndrome TDAH, et c'est le syndrome de l'hyperactivité avec le trouble de l'attention, et du coup on se dit, voilà, c'est parce que je suis handicapé que on me fait des misères comme ça. Ouais, alors qu'en fait on devrait pas, voilà, c'est ça, la culpabilité. Alors que voilà. Oui, effectivement, Nathalie. Pardon, mais Jordan, vous cherchez peut-être le syndrome post-traumatique comme terme, c'est-à-dire que lorsqu'on est seul, on devient adulte, on grandit, on a une espèce de sentiment aussi d'impuissance ou de peur de ridicule tout le temps, ou peur de prendre la parole en public, ou peur d'être au centre de l'attention, parce que justement on a des séquelles, on a des conséquences en fait, et des séquelles des troubles que l'on a vécu à l'école. J'avais il y a pas longtemps une patiente qui disait si je suis seule et que je marche à côté d'un groupe de personnes qui rient, je suis persuadée qu'on se moque de moi.
Et la conséquence, c'est la conséquence du trouble post-traumatique. C'est vrai. Aujourd'hui, que mettent les écoles, les associations en place pour lutter contre le harcèlement scolaire ? Alors actuellement, il y a des communes ou des écoles ou finalement l'État aussi, puisque le ministère de l'Éducation nationale a créé des formations des départements et des aussi, les collèges, c'est des départements, oui. Oui, alors ça c'est pour les bâtiments. D'accord, mais en réalité, le collège c'est l'éducation nationale et après certaines communes se préoccupent aussi de leurs agents de cantine et de leurs agents qui qui surveillent les récréations dans les élémentaires et les maternelles parce que c'est là où se passent les débuts du harcèlement. Donc en fait, certaines communes mettent en place des formations sur le harcèlement. C'était le cas de la commune de Saint-Raphaël l'année dernière qui a formé 140 agents pour prévenir et pour traiter le harcèlement scolaire ou en milieu de mineurs. Il y a un résultat maintenant, c'est efficace, ça se voit sur le terrain ? Ce qui est efficace, c'est que le repérage est meilleur et que la prévention est meilleure. Parce que moi, j'ai envie de dire aux parents, n'attendez pas d'avoir des signes, faites de la prévention. Créer du dialogue à l'intérieur de la famille pour si jamais il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, s'il y a des choses qui se passent, alors là c'est plus pour les ados, mais s'il y a des choses qui se passent à l'école, vous veniez déjà et tout de suite en parler à l'adulte. Ok. On va dériver un petit peu sur l'aspect loi, Mylène. Oui, en France, depuis le 2 mars 2022, le harcèlement scolaire est désormais reconnu comme un délit pénal qui pourrait être puni jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende, en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que le harceleur, à son âge, lui, se rend compte de l'impact que ça peut avoir sur l'autre et lui-même, Claude ? Alors pour l'instant, on va dire que la loi, elle vient tout juste de sortir. Elle est sortie le 2 mars 2022. Oui, donc il va y avoir quand même une mise en pratique et surtout une mise en application par le ministère de la Justice et les différents tribunaux sur la réactivité. Parce qu'il faut bien se dire quand même que aujourd'hui, par cette loi, on définit véritablement le harcèlement scolaire, sachant que quand on redécoupe un peu, je vais dire, les éléments qui constituent cette loi, les éléments constitutifs, comme on appelle en droit, ça vient de tous les formes de harcèlement que l'on avait déjà pu connaître dans diverses définitions. C'est-à-dire que le premier constat et les premières lois sur le harcèlement, c'était à partir de 2014, mais qui englobait aussi bien le harcèlement moral que le harcèlement physique, le harcèlement professionnel et autres. Et petit à petit, il y a eu des évolutions. Il y a eu la loi de 2014, il y a eu la loi de 2018, pour en finalité aujourd'hui être en 2022. Donc 2022, c'est un rajout aux anciennes lois ? Des amendes. Alors, on va prendre, je vais dire que dans la définition telle qu'elle est aujourd'hui, ça permet de reprendre un peu toutes les définitions des différentes lois qu'il y avait dans le harcèlement, mais on l'a ciblé plus sur le scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on y met le mot de scolaire. C'était très important là-dessus. Très important aussi là-dessus, c'est que on parlait des petits bouts des maternelles. On parle de collège. Il est arrivé aujourd'hui de parler un peu plus de lycée, parce que même des jeunes au niveau du lycée. Mais cette loi a aussi le bénéfice d'avoir fait mettre à l'intérieur aussi les étudiants. Voilà, parce que j'allais dire, est-ce que le bizutage, c'est voilà, du harcèlement ? à l'époque, on parlait un peu de bizutage, on parlait de raquettes, on parlait de menaces, on parlait de violence. On était un peu dans le mix, un peu de tout. Et c'est certain qu'un enfant qui révélait une situation, quelle était la définition la plus adaptée qu'on peut lui mettre dans ce cadre-là pour pouvoir poursuivre en tant que magistrat au niveau de la justice. La complexité relevée de ça, et c'est surtout de savoir bien identifier la problématique exacte. Donc c'est un peu la confusion. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus bordé par rapport à cette loi, parce qu'on y a quand même juste inclus les étudiants. C'est très important. Très bien, très très ciblé effectivement. Louisette ? Oui, Louisette ? Oui, juste pour dire par rapport à cette loi, ce qui est aussi intéressant, c'est que les faits ne doivent pas forcément se dérouler à l'intérieur de l'établissement scolaire. C'est-à-dire que ces faits-là peuvent aussi se dérouler en dehors de l'établissement scolaire. Donc, puisque la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Un enfant, il est harcelé à l'école, mais aussi il est harcelé en dehors de l'école. Et donc, du coup, c'est aussi important. On a fait un peu comme les violences conjugales. Et qui est responsable, du coup ? Faut se retourner vers l'école ou la police ? Alors, non, justement, mais pour rebondir sur ce que disait Louisette et tout à l'heure aussi Nathalie, très intéressant parce qu'elle parlait des agents qui s'occupent des enfants pendant le temps où les enseignants ne sont pas là. Alors que nous sommes dans l'éducation nationale et c'est un temps ce qu'on appelle périscolaire. Oui. Qui n'appartient pas complètement à l'éducation nationale, si on peut dire. D'où la complexité.
on est encore un peu dans des vides par rapport à ça, de savoir comment on va rattacher ça. Alors, c'est certain qu'on est quand même dans le temps du scolaire, et très dernièrement, sur une formation sur des policiers municipaux dans le CNFPT, il m'a été demandé, mais comment nous, avec les ATSEM et autres, ceux qui interviennent dans le temps du périscolaire, vers qui on doit se retourner? Alors c'est certain qu'autour d'eux, ils ont aussi les membres des CCAS, ils ont la collectivité, et qui peut être en lien avec l'éducation nationale, ça fait partie d'un lien. Sachant quand même que faut pas oublier que le chef d'établissement, quoi qu'il soit, il est garant de la sécurité des enfants dans son établissement. Oui, il est garant le fait qu'il rentre et qu'il sorte de son établissement, mais il est aussi garant. Il est garant dans les abords de l'établissement. Dans les abords aussi. Et dans les abords. Devant l'établissement, dans la Voilà, rue. c'était la même problématique que nous avions à l'époque sur le racket. C'est-à-dire qu'il y avait un désengagement de dire ce n'est pas dans mon établissement, c'est dehors. Derrière la porte. Non, on est sur une proximité. Tout comme dans le bus scolaire. D'accord. Et oui. Et c'est le chef d'établissement qui est responsable dans les bus scolaires? C'est l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale. Voilà. Et quelle plage horaire? Parce que si un enfant, je sais pas, à 22h est devant son collège. Oui, là on est sur un autre cas. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette loi, faut qu'il y ait vraiment un lien du harceleur et de la victime en lien avec le même établissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas relever le harcèlement scolaire si c'est un élève qui est d'un collège qui se fait harceler par un élève d'un autre collège. D'accord. Vous voyez, donc quand même, ça a été quand même bien cadré là-dessus. Mais ça peut être du harcèlement quand même. C'est du harcèlement, mais on va pas rentrer dans la même définition par rapport à la loi. Disons qu'en fait, ça va être quand même puni puisque ça va être du harcèlement moral. Parce que la loi, en fait, à chaque fois, on décline. C'est-à-dire que quand c'est à l'école, après, on crée une loi sur le harcèlement. On en parlait tout à l'heure, hein. Ensuite, quand c'est au travail, on le met au travail. Mais la réalité, c'est que la loi sur le harcèlement psychologique, elle existait déjà. Et que du coup, ça peut quand même être sanctionné. Ce qui me paraît intéressant, c'est que, hormis que la loi soit sortie le 2 mars 2022, il a été créé aussi l'article 111.6 du Code de l'éducation nationale. Ah, et qui dit quoi? Qui est en lien directement avec le harcèlement scolaire. C'est-à-dire que c'est incontournable, cet article et la loi elle-même, avec l'article 222-33, donc 222-33-2-3 du Code pénal. Excusez-moi, mais à force des chiffres pour à l'autre. Il faut retenir qu'il existe. Il existe. Parle de ça. Ouais. Et c'est justement, ce sont ces deux articles qui travaillent en commun sur la définition du harcèlement scolaire. Très bien, on se retrouve dans quelques secondes. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Avance. On reçoit Nathalie qui est directrice d'AFL Transition. Voilà. Effectivement, Nathalie, qu'on a beaucoup entendu dans cette toute première début de première partie. Quelles actions, vous, Nathalie et AFL Transition, vous menez au sein de cette structure? Comment vous accompagnez chez AFL Transition les enfants et les familles? Alors, AFL Transition, ça signifie Association Familiale Laïque Transition. Ah, okay. On a plusieurs secteurs d'activité. Donc, on a un secteur prévention, aide à la parentalité. On a un secteur aide aux victimes. Et on a un secteur traitement du psychotraumatisme. Donc, en fait, on intervient avec des équipes pluridisciplinaires pour prévenir, traiter. Donc, traiter, ça signifie aussi faire sortir les personnes des violences sur le plan juridique, sur le plan social. Donc, on travaille bien sûr en coordination avec des associations partenaires sur tout le territoire varois. Sur le plan psychologique, parce qu'il faut qu'il y ait un travail psychologique, une première prise en charge psychologique, y compris quand il y a des dépôts de plainte à faire, parce que vous savez que les personnes qui arrivent et qui ont vécu des traumatismes à répétition ou des grosses séances de traumatisme physique ou sexuel, par exemple, eh bien, elles ont une charge émotionnelle extrêmement importante. Et donc, les psychologues vont procéder à ce qu'on appelle le diffusing, c'est-à-dire ils ou elles vont aider la victime à faire baisser la charge émotionnelle et à retrouver un récit cohérent, parce que vous savez, on a souvent ce qu'on appelle de la sidération. On a souvent ce que disait tout à l'heure Jordan, des crises d'angoisse avec des difficultés à énumérer les faits, à réciter, à raconter, à être dans la narration des faits. Et pour qu'on puisse déposer plainte ou que la justice passe ou que l'éducation, c'est-à-dire les sanctions éducatives passent, il faut arriver à correctement dire ce qui s'est passé. Et parfois, ça dure depuis des années.
Donc, c'est important que cette prise en charge psychologique soit faite en amont et aussi après. C'est-à-dire qu'on va avoir une prise en charge, un suivi psychologique sur le centre du psychotraumatisme à Toulon. Alors justement, on a eu beaucoup de mal à trouver des associations comme la vôtre. Est-ce qu'il en existe beaucoup en France ? Alors on a eu la chance finalement que vous nous ayez dit oui, mais honnêtement, pour inviter cette émission, on a ratissé toute la France. On avait une association sur Bordeaux, voilà, donc qui aurait pu éventuellement venir, vu que vous étiez là, voilà. Mais il y en a pas beaucoup. Alors déjà, comment ça se fait ? Pourquoi ? Sur le Var, il y a le CAP qui est représenté là, mais qui est aussi très Marais. Spécialisé aussi dans le harcèlement au travail, Voilà. c'est un sujet à part entière, c'est clairement. ça. Après, il y a des associations d'aide aux victimes qui font partie de France Victimes. Dans chaque département, il y a une association d'aide aux victimes qui va accompagner. Bon, alors là, on est plus sur l'accompagnement pendant le temps pénal. Parce que là, on a l'impression que dans le Var, finalement, on est bien lotis. J'allais dire, alors, en on est termes bien d'accompagnement, lotis d'accompagnement, je parle. Parce que je vois Louisette qui me regarde. Mais vous avez raison, oui et non. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de harcèlement ici qu'ailleurs ? Non, rien pas à du voir. tout, parce que c'est aussi une attitude volontariste de certaines associations qui ont pris conscience de l'ampleur du phénomène et qui ont pris conscience du fait qu'on se trimballe des casseroles à l'âge adulte qui ont un effet sur la société, puisque nos types relationnels ne sont pas normaux. C'est-à-dire que lorsqu'on a été soumis pendant longtemps à du harcèlement et puis que dans la famille ça va pas trop bien non plus, parce que c'est parfois le cas, eh bien, on arrive à l'âge adulte où on va répéter des choses. Soit on se répète dans des situations de victime, soit on se passe du côté de l'auteur par identification, parce que c'est plus... j'allais dire, ça nous permet de ne moins avoir peur. Donc, en fait, si les associations prennent conscience de ça et prennent en charge, oui. Mais bien sûr, nous, on n'a aucune aide sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de financement. On le fait avec la volonté de nos professionnels. Vous êtes ? La réalité, c'est qu'il n'y a absolument pas de moyens qui sont vraiment consacrés à ça. Nous, on est spécialisés dans le harcèlement au travail et aussi dans les violences faites aux femmes. Et notamment, parmi les violences faites aux femmes, il y a tout ce qui relève du harcèlement de rue. Mais quand vous voyez en fait les montants qui nous sont alloués, c'est absolument hallucinant. Je dirais, ça frise presque le ridicule. Et je vais être très, très soft, on va dire, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a absolument pas de moyens qui sont scandaleux. Non, mais il faut le dire, hein. Le coup de gueule, mais faut le dire clairement. Hein. Moi, je le dis franchement, c'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. Si vous voyez les sommes qu'on a pour travailler sur le harcèlement au travail, pour certaines qui arrivent en septembre 2022, mais c'est impossible, je dirais, de payer des gens qualifiés. C'est parce qu'il faut des gens professionnels. Et justement, moi, j'ai été émue par le témoignage que vous avez fait, parce que travailler sur des situations de harcèlement moral et accompagner notamment au dépôt de plainte, ça demande beaucoup de temps. Un dossier de harcèlement au travail ou un dossier de harcèlement tout court, parce que justement, c'est la répétition, c'est long. Il faut le prouver, il faut... Voilà, il faut rendre visible l'invisible. Pour rendre cette... Parce que là, on parle des causes. Par exemple, là, la cause, c'est une discrimination. Et pour pouvoir comprendre un harcèlement... pour Jordan et Romaric, c'est clair. C'est de la discrimination. Net. Voilà. Et donc, en fait, quand on veut accompagner quelqu'un au dépôt de plainte, il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre d'où ça vient. Et tout ça, ça demande du temps. Parce qu'il faut de l'écoute. Il faut reconstituer les faits. Parce que les faits... Parce qu'on parle de comportement, on parle de propos, mais ce sont des faits. Ce sont des faits objectifs. Donc, tout ça, il faut le sortir de l'émotionnel. Et donc, tout ça, ça demande un travail qui est absolument fou, avec des possibilités des fois de faire des médiations, etc. Et donc, ça demande un travail qui est absolument énormissime. Mais ce travail, il demande des professionnels, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et parce que ça demande, encore une fois, de travailler sur le contexte, de faire des liens de causalité. Par exemple, là, un handicap éventuel, et du coup, ça va déboucher sur une personne qui va devenir le bouc émissaire, comme ça peut arriver. Mais ça demande un temps énorme. Et tout ça, ça demande de l'argent en réalité. Et de l'argent, je suis désolée, on n'a pas mis de l'argent sur... On n'a pas mis de l'argent, on n'a pas mis les moyens pour que justement on puisse accompagner efficacement les victimes. Et moi, je le vois au niveau de l'association. C'est vrai qu'on... Il y a eu beaucoup de com autour de ces sujets, du harcèlement et tout ça. Oui, mais écoutez, moi je suis désolée, mais en tout cas au niveau de l'association Le Cap, je ne sais pas où sont les moyens, parce qu'il y en a eu. C'est une parce façade. Que nous, il y a beaucoup de communication sur beaucoup de thématiques où on ne met pas de moyens réels.
Alors qu'en réalité, pour faire croire qu'on s'en occupe, finalement, on est obligé de former de manière très spécialisée des professionnels. C'est-à-dire, nous, les psychologues, ils sont pas formés à traiter le psychotrauma. Ils sont formés, même quand ils sont cliniciens, à faire de la thérapie, etc. Mais le psychotraumatisme, ça demande une formation de diffusing, de débriefing, de MDR parfois, de techniques de prise en charge qui vont être des techniques qui vont se mailler et se coordonner avec des juristes, qui vont se coordonner avec des assistantes sociales, qui vont se coordonner avec l'éducation nationale. Donc, il y a tout un travail de prise en charge où il ne faut pas qu'un maillon manque. Et ça demande de mettre des moyens. Oui, forcément. Donc, les moyens, c'est pas la société civile à la mettre. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas les personnes qui vont payer ces choses-là. Ces moyens-là, ils doivent être mis très clairement par l'État. Ou par les collectivités qui ont envie que cette société se transforme, parce que c'est une question d'intérêt général. Est-ce que Jordan, toi, tu as pu être aidé par des associations ? Que tu me poses la question, pas du tout, parce que j'ai pas eu d'aide de professionnels, et même je pense que j'aurais eu d'aide de psychologues, et il y aurait une association comme ça. Enfin, moi c'est grâce ce soir j'ai appris qu'il y en avait une à Bordeaux, parce que moi je suis de la Nouvelle-Aquitaine, donc oui, il y en a une très active sur Bordeaux, avec qui j'ai pas mal discuté effectivement, et c'est jamais trop tard, je pense, pour guérir, même qu'on n'en guérira pas de ce harcèlement. Après je baisse peut-être vite les bras, mais j'ai pas eu d'aide. Et est-ce que c'est pas l'heure justement de se retourner, de te faire aider, accompagner ? Après, je pense qu'on est dans le déni. Comme je vous dis, moi j'ai eu, alors c'est pas le sujet ce soir, mais j'ai eu 2 types de harcèlement, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, et voilà. Après, j'ai pas eu d'aide, vraiment, clairement. Je me suis toujours sorti tout seul. Alors, ça peut paraître surprenant. Alors regarde Romaric, lui, il s'est tourné vers le sport. Moi, c'est les médias. Ça t'a aidé, Romaric ? Voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça m'a permis de m'en ressortir. Parce que c'est vrai que quand on est harcelé ou tout ça, faut dire ce qui est après, comme l'expliquait Jordan, un des témoins tout à l'heure, je sais plus si c'était Jordan ou au téléphone. Personne. Oui. Chaque fois qu'on est harcelé, à chaque fois, on finit par se dire qu'au final, c'est peut-être nous, qu'on n'est pas forcément une victime, ça tire peut-être le harceler le problème, alors que c'est pas du tout et ça. Puis on finit par, c'est vrai, comme disait une personne tout à l'heure, lorsque il y a des gens qui rient dans la rue, on pense que c'est pour se moquer de nous. C'est vrai qu'on commence, on va dire, à devenir un peu parano sur un moins de situation, et puis là on nous dit en même temps, oui, tu vois, tu fais que de te victimiser, c'est toi le fautif. Bravo. Je suis d'accord, si je peux me permettre, c'est vrai que il y a pas eu, comme vous parliez de formation tout à l'heure, moi je trouve honnêtement que la gendarmerie devrait être formée. Alors je sais qu'ils sont formés, moi je parle. On a Claude qui justement est un gendarme. Les gendarmes, ils ont mais oui. Pardon, je vous coupe, mais comment prouver, alors c'est peut-être comment prouver le harcèlement moral ? Parce que c'est bien que ça soit condamné, mais vu que c'est moral, ils sont malins les gens, moi personnellement, ils sont malins. Il faut montrer l'invisible, c'est ce que disait Louisette tout à l'heure. Il faut montrer l'invisible, ça se voit pas ça. C'est ça, donc comment... Oui, Claude ? Bien évidemment, Jordan, la complexité va relever de pouvoir qualifier l'infraction. Et qualifier l'infraction, ce sont des éléments constitutifs où il y a l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Et les services enquêteurs, police ou gendarmerie, sont contraints à devoir qualifier. Et nous, je veux dire, en tant qu'enquêteurs, on connaît toute la difficulté, toute la complexité dans ce type d'infraction pour pouvoir le démontrer. C'est à l'identique, vous savez, moi j'ai traité pendant quelques années les violences sexuelles sur mineurs. C'est pratiquement aux mineurs, à un petit bout de chou de 9 ans, de faire la démonstration qu'il a été victime de violences sexuelles. Comment voulez-vous, quoi, un enfant de 9 ans soit en capacité d'exprimer la violence sexuelle qui a été subie? Ça, c'est effectivement, malheureusement, on est contraint aux lois et au code pénal. Parce que malheureusement, la ressource, c'est le code pénal. Et c'est certain que quand les enquêteurs sont formés à ces thématiques, à ces difficultés dans cette écoute, ça ne peut être que efficace. Mais encore faut-il aussi se donner les moyens de faire ces formations. Moi, pendant une quinzaine d'années, j'ai formé mes collègues enquêteurs sur l'audition de l'enfant victime de violences sexuelles et de maltraitance, parce qu'on est quand même sur des entretiens non suggestifs,
avec toute une approche très particulière, tout comme je formais des référents vifs, ce qu'on appelle les violences intrafamiliales, pour l'écoute des violences conjugales. Alors l'écoute des violences conjugales, c'est à l'identique comme le harcèlement, de faire la démonstration, d'avoir de la cohérence, d'avoir du tenant. Ce n'est pas possible. On ne peut pas demander à une victime d'avoir tout ça. Elle ne peut pas, elle, définir le code pénal. Ce n'est pas possible. Il faut, voilà. Elle vient avec son traumatisme. Elle fait le passage de passer la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. C'est déjà énorme. C'est qu'elle a été en capacité à ce moment-là de comprendre. Et surtout, ce qui est très violent, c'est en gros de valider quelque part que je suis victime de quelque chose. Dans notre société, qui que l'on soit, on n'aime pas être victime de quoi que ce soit. Oui, Romaric l'a dit tout à l'heure, elle a l'impression que c'est peut-être moi, c'est peut-être normal. Donc il faut arriver à se rendre compte et effectivement, comme tu dis Claude, de passer la porte de la gendarmerie. Donc déjà là, c'est énorme, c'est-à-dire effectivement il y a quelque chose de pas normal, je vais aller porter plainte. Et d'arriver à en parler parce que beaucoup le taisent. Beaucoup le taisent. Mais comme disait Romaric, à un moment donné, dans ce contexte-là, il vient à penser qu'il est lui-même coupable de tout ce qui lui arrive. Oui, c'est fou. Voilà. On arrive là. Et c'est-à-dire que le harceleur a bien mis ça en place. Ça fait partie de cette emprise, bien évidemment. Il appuie sur la chose. Du coup, on parle du profil du harcelé. On n'a pas parlé du profil du harceleur. Est-ce qu'il y a un profil type? Jordan, par exemple, toi, à quoi ressemblait ton harceleur? Enfin, est-ce que c'était quelqu'un avec une forte personnalité? Est-ce que c'était... C'est quelqu'un qui... Alors, j'aime pas dire ce mot. Je veux m'excuser par avance. C'est un peu les caïds. C'est souvent des personnes... Qui se sentent au-dessus des autres? Un peu? Oui, je dirais, alors j'ai rien contre les personnes rondes ou quoi que ce soit, mais c'était souvent des garçons, bien évidemment, et qui m'intimidaient, en fait. Je sais pas si je suis clair. En fait, c'était des mecs baraqués ou pas baraqués. Voilà, c'était... Je sais pas, parce que, vous voyez, je suis encore ému encore aujourd'hui, parce que je me dis, mais... Enfin voilà, je pense que de mes souvenirs, c'était des hommes, ça c'est sûr, des baraqués qui m'intimidaient. C'est pour ça que je trouve pas les mots, je suis désolé, parce que c'est Romaric, t'es harceleur ou t'es harceleur, à quoi ressemblait-il? Mes harceleurs, c'est tout simple, c'était souvent des gens qui étaient dans des fils de situations favorisées. Ah oui, donc okay. Souvent les qui se sentent au-dessus des autres, comme je disais tout à l'heure. Ils se sentaient au-dessus des autres, ou parce qu'ils avaient des gens qui même travaillaient dans la loi. Donc pour eux, ils étaient intouchables, on va dire, intouchables. Entre guillemets, ils se sentaient protégés. Ouais. Et il était un peu, parce que difficile de dire un peu ce qu'avait fait leur enfant, puisque les parents des fois voulaient même pas en entendre parler. Et de par ce fait, ils se sentaient vraiment intouchables. Puis souvent, oui, ils faisaient toujours, c'était soit des sportifs, soit des gens, on va dire, toujours assez grands, une tête de plus, ou bien bagarreurs. Des gens qui avaient l'habitude un peu d'intimider les autres par leur comportement, par leurs actions. Alors, ils sont pas toujours tous grands ou bien baraqués, mais on va dire que ils ont souvent tendance à aller se bagarrer pour un oui, pour un non. Et en fait... comment pourrait-on dire? Ils ont un peu cette tendance à être dominants, voilà. C'est ça Est-ce que c'est ce que vous ressentez et voyez dans les associations? Nathalie, Claude, Je nuancerai un petit peu parce que là, ce sont leurs harceleurs à eux. Mais en réalité, on essaie de savoir est-ce qu'il y a un profil type, quoi. Voilà, il n'y a pas de profil type de harceleur. Il y a quand même deux types, non pas de personnalité du tout, mais ce sont des types de leaders dans le groupe social. Parce qu'il y a des harceleurs explicites, c'est-à-dire vraiment leaders, où ils vont se distinguer du groupe social et ils vont passer pour le meneur. Et puis, il y a les co-harceleurs. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et ça peut être monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire les co-harceleurs, vous savez, c'est ceux qui suivent le leader pour ne pas être exclus du groupe social. Et pour ne pas se faire harceler en retour. Exactement. Donc, ça marche sur une peur, une angoisse d'exclusion. Et ça marche aussi sur un désir que beaucoup d'ados ont de faire partie du groupe social de référence. Voilà. Donc ça, le groupe social de référence, on connaît, phénomène de mode, phénomène de groupe tout simplement, phénomène de distinction à plusieurs. Et bien entendu, voilà. Donc là, j'ai l'impression que Jordan et Romaric ont eu affaire à des leaders explicites et des leaders, donc de harceleurs leaders, assez isolés d'un groupe, où je ne sais pas si le groupe était là aussi. Voilà. Non, c'était pas forcément en groupe. Donc voilà. À l'époque aussi, il y avait, moi je m'en souviens parce que quand on me tirait les cheveux, c'était pas un,
Ah voilà. Il y a eu les co-harceleurs, voilà, il y en a plusieurs. C'est ça. Et le pire, C'est ça. c'est que c'est pour ça que moi je dénonce quand vous dites que l'éducation nationale, alors oui, mais alors c'est vrai que c'est peut-être récent, mais vous parliez des professeurs, ils voyaient tout ça. C'est pas pour autant qu'ils ont bougé le petit doigt. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai de la haine. Et après, mon entourage, même mon entourage, il me dit mais tu fais que de râler. Mais en fait, on est tellement dans un cercle vicieux, je sais pas si je suis clair, mais on est tellement dans... Et puis il faut que les gendarmes prennent la plainte. Moi, je vais parler aussi vite fait, si je peux dire, du harcèlement moral. Les gendarmes ne veulent pas prendre ma plainte. Vous avez essayé de porter plainte, Jordan ? Oui, j'ai essayé de porter plainte. Alors au collège, j'étais mineur, donc ma mère, elle a tout fait. Et même à l'époque, ils n'ont jamais voulu prendre parce qu'on est des menteurs en plus quand on se fait harceler. Donc, je vois pas l'intérêt de dire des choses comme ça. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais et c'est pareil, ils n'ont jamais voulu prendre la main courante. Et qu'à un moment, voilà, ils sont censés nous aider. Et voilà, et à un moment, on lâche prise. Moi, vous parliez de suicide tout à l'heure. Voilà, oui. J'ai fait mettre fin à mes jours. Parce on le voit bien, on en parlera dans la partie cyberharcèlement à la fin, effectivement. Voilà, il y a tous les ans, on en entend malheureusement. Et c'est vrai, quand vous dites que l'éducation nationale, moi, je suis fier aujourd'hui d'avoir, entre guillemets, créé, je suis pas le seul, un collectif où on va dans les collèges et lycées justement pour faire de la prévention et que moi, je suis fier aujourd'hui. Et si je peux me permettre aussi, je vous invite parce que je suis en contact avec un réalisateur qui a créé un court-métrage qui s'appelle Je te faisais confiance. C'est Maxime Jouet qui parle du harcèlement et grâce à lui, le film est un peu partout. Donc je vous invite, si vous avez le temps, à le regarder parce que c'est ce qu'il a filmé. Je me suis vu, alors peut-être que Romaric, moi je me suis vu. J'ai pas pu le regarder jusqu'à la fin. Je vous avoue que c'était très poignant et que moi il faut faire de la prévention et de parler quand on est harcelé. Tout de suite, voilà ce que je peux. Surtout actuellement, c'est-à-dire qu'on sait que, en tout cas psychologiquement, si on n'est pas reconnu sociétalement dans son statut de victime, c'est-à-dire donc qui est-ce qui va reconnaître sociétalement, soit l'établissement scolaire parce qu'il y aura eu des sanctions, on reconnaît la victime, on reconnaît l'auteur comme auteur et la victime comme victime, soit devant la justice. C'est beaucoup plus difficile de mettre en place toute la thérapie qui va bien derrière pour sortir. Donc félicitations à vous en tout cas. Merci, c'est gentil. Comme je dis, moi, parce que quand Luc me disait si j'avais des aides, moi j'ai pas eu d'aide, je l'ai fait tout seul, je me suis forgé un caractère. Mais ça, après, c'est peut-être pas bien. Peut-être. Mais on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Il n'y a pas de mauvaise règle. Moi, je dirais pas que c'est pas bien. Vous avez essayé de vous en sortir comme vous pouvez. C'est certain que moi, ça m'interpelle beaucoup et ça me dérange parce que pour moi, c'est inconcevable que vous n'ayez jamais été accompagné. Même par une association des deux victimes, par l'éducation nationale qui n'a pas réagi. Vous dites que la gendarmerie n'a pas pris la plainte. Et bon, après, il y a d'autres possibilités. Si les gendarmes refusent de prendre la plainte, on a complètement le droit de déposer plainte auprès du procureur. Oui, mais ça, la justice, c'est un autre débat. C'est pas bien évidemment. Je veux dire, on baisse les bras et que aujourd'hui, parce que Romaric, c'est le sport, moi, c'est des médias. Et je pense qu'aussi, c'est grâce à mes médias que je peux... mes médias, c'est récent, mais que je veux dire que j'ai quand même pu tenir. Parce que je pense que j'aurais pas aimé mes médias. Je dirais pas que je serais plus là, mais peut-être que psychologiquement, ça serait pas passé comme, vous voyez ce que je veux dire au niveau... Louisette. Après, juste, je voulais vous dire que quand on vous tire les cheveux, c'est plus du harcèlement, là, c'est de la violence physique. Ouais, là, on passe au porter physique. plainte pour violence physique. On peut porter plainte pour harcèlement moral, mais des violences physiques, ce sont des violences physiques. On va continuer l'émission. Comment, en tant que parent, c'est une question qui est beaucoup revenue sur nos réseaux sociaux avec le hashtag FQEP, comment en tant que parent on peut voir que notre enfant se fait harceler, comment détecter et lutter contre ce harcèlement scolaire ? Ça, c'est très important. Beaucoup de gens nous ont posé cette question, effectivement. C'est logique, puisque ça ne se voit pas spécialement. Alors surtout, ça dépend des âges. C'est-à-dire qu'un enfant de 4 ans qui est harcelé en maternelle, il va dire un tel m'a pris mon goûter. Et puis un tel me prend mon goûter à la récré tout le temps. Il va en parler aux parents en premier, évidemment, puisque c'est l'adulte de référence. C'est le caregiver. On dit caregiver. Pardon, je suis très mauvaise en anglais. Le modèle, mais c'est le caregiver. Okay. C'est celui qui donne du soin, donc il est repéré comme ceci. Et l'enfant va en parler plus facilement à cet âge-là. Si dans son milieu familial,
on a aussi, j'allais dire, une communication facile. Ça aussi. Donc c'est vrai que plus le milieu familial a une communication non jugeante et aidante, et plus l'enfant va être finalement va se trouver dans son élément pour en parler. Donc ça, ce qui est en premier, mais vraiment en premier, les jalons, le terreau de la prévention, c'est que dans le milieu familial, on apprenne à se parler et à dire à l'enfant, tu peux venir m'en parler. Voilà. Donc après, c'est la communication entre la famille et l'école. Donc ça, je parle pour les petits. Sur des plus grands, comme au collège, puisque c'est le plus grand nombre de cas de harcèlement, plus d'un sur deux. On a quand même des situations où on a des enfants qui vont se replier, qui vont changer d'attitude soudaine, c'est-à-dire d'aspect vestimentaire pour les filles, parce qu'on voit aussi du harcèlement sur les aspects vestimentaires sur les filles. C'est-à-dire, elles vont plutôt se cacher ou plutôt l'inverse ? Ah ben ça dépend. Ça dépend sur quoi se fait le harcèlement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la thématique du harcèlement. C'est le changement de comportement. Exactement. Elle s'habillait comme ça. D'un seul coup, elle change. Oui, hop, c'est pas elle normal. change. Mais bon, en général, elle va plus s'habiller large et se cacher que s'exhiber. Voilà, donc ça va être bon, mais c'est une conjonction d'indicateurs. C'est-à-dire que seulement ça ne veut pas dire que la personne est harcelée. Mais ça peut vouloir dire que le parent, il a quand même des questions à se poser et à poser à son enfant et à lui offrir un espace de parole. Justement, quelles sont les questions à poser ? Alors, les questions à poser, c'est simplement offrir un espace de parole. Qu'est-ce qui se passe ? Je viens de repérer que tu as changé d'aspect vestimentaire. Est-ce que tu te sens mal en ce moment ? Ou est-ce que tu as envie de parler de quelque chose parce que dans ton corps, est-ce que y a quelque chose qui se passe ? Est-ce que tu as envie de te cacher de quelque chose ? Enfin, je veux dire, voilà, des questions un peu banales, j'allais dire, du quotidien. Mais au moins d'être préoccupé par l'enfant. Parce qu'on voit que des enfants s'enlisent lorsque les parents sont très, très préoccupés par le milieu professionnel. Et c'est souvent, malheureusement, des conjonctions comme ça, d'événements qui se passent et qui font que l'enfant ne se sent pas entendu. Mais il y a aussi des symptômes physiques. On peut avoir soudain moins d'appétit, des troubles du sommeil, mal au ventre, des crises d'angoisse. Ça, c'est les crises d'angoisse. Ça peut être, vous savez, les fameuses crises de spasmophilie. En pleine nuit, somnambulisme aussi, on se réveille. Alors, le somnambulisme, c'est délié parce que le somnambulisme, c'est un phénomène qui est physiologique. Des crises d'angoisse, plutôt. Toi, tout à l'heure, Jordan, tu parlais de crises d'angoisse. Est-ce que tes parents se sont rendus compte que tu te faisais harceler à cause de ça ? Comment ? Non, parce que même déjà à l'époque, au collège, je le disais pas. Ah, vous voyez qu'il y avait un problème. Et voilà, c'était plutôt quand je parlais de l'école privée. Parce que c'était là où ça l'a vraiment alerté, parce que forcément, école privée, après je suis allé, voilà, enfin bref. Et là, mais au collège, non, je le disais rien. Alors vous parliez de vestimentaire, moi c'est vrai que... Tu as changé de comportement vestimentaire, d'habitude, d'habit. C'est ça, et après, ça m'a mis, voilà, et je me cachais, voilà, et c'est vrai que la dame parlait de crise d'angoisse, mais c'est horrible. C'est cette sensation, on croit qu'on va mourir tellement qu'on suffoque. Ah non, mais c'est horrible. Et puis j'ai décidé, de me faire suivre quand même, parce que arrivé à un moment où ma mère, elle l'a vu, et moi je suis quelqu'un comme tout le monde, je pense. On ne veut pas inquiéter les parents. Je pense que c'est pour ça, moi, que je précise bien, encore une fois, je suis peut-être chiant avec ça, mais quand je vais dans les collèges et lycées, pourtant je suis pas. Ça me fait plaisir parce que je peux expliquer mon vécu, de leur dire mais n'hésitez pas à parler, parce que moi j'ai mis malheureusement, non, c'est peut-être pas le bon mot, mais j'ai mis longtemps à en parler. Et qu'aujourd'hui, le fait d'en parler, c'est bizarre, mais ne serait-ce que ce soir déjà, ça aide. On le sent bien, effectivement. Ça aide. Et on peut avoir également donc des attitudes dépressives. Et aussi, donc des attitudes dépressives, ça veut dire on se lave moins, on a moins de soin de soi, on prend moins soin de soi. Donc ça, c'est important. Et des chutes de notes scolaires avec un désinvestissement pour le groupe social. Donc voilà. Donc, et puis aussi le portable, on a le portable dans la main régulièrement parce qu'aujourd'hui, le cyberharcèlement, c'est extrêmement lié au harcèlement scolaire. Ça fait partie du harcèlement. Oui, c'est lié, On va remercier Jordan pour sa participation. Pour son témoignage. On sait que c'est pas évident de parler de tout ça, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci
Merci à vous. De rien, on a senti Mylène et Luc vraiment... de me faire confiance. Parce que, on a senti... beaucoup d'émotions. Ouais, mais même encore, ouais, c'est vrai que... Et même avec Romaric, mais il va parler sport bientôt. Même si on... Oui. Juste un dernier mot, après je vous laisse, mais si j'avais un mot, si j'ai un mot à dire aux lycéens et lycéennes, et à tout le monde d'ailleurs, je dis ça, mais parlez-en. Alors, le mieux, c'est pas aux copains et à la copine, c'est soit à l'infirmière scolaire, soit aux parents. Tout le monde est d'accord en plateau, tout le monde dit oui, parce que tu vois pas les images, mais effectivement, tout le monde dit oui, parler. Parce que les copains, on dit que c'est des copains, mais moi j'en ai fait l'expérience aussi, et au final, ils nous foutent, c'est encore pire. Donc voilà, mais un seul mot, c'est parlez-en. Merci beaucoup. Merci Jordan. Voilà. Merci à vous en tout cas. Bonne soirée. Merci. On va rebondir sur ce que disait Jordan. Comment on réagit quand on est témoin de harcèlement ? Quand on est le copain d'un harceleur comment on réagit Nathalie ou Louisette ? Alors là, les réactions, elles sont propres à chacune. Mais c'est la sensibilisation qui peut faire que certaines personnes vont parler, témoigner. Et ça, parce que ça, c'est quelque chose de très, très personnel en fait. Et vous avez des personnes qui un jour vont dire stop, je suis témoin et là il y a la chose de trop et que je ne peux pas accepter parce que personnellement je ne peux pas accepter. Et puis il y a les cas les plus graves où vous avez des personnes qui peuvent aller jusqu'au bout parce qu'ils sont menés comme ça. Et c'est pour ça que l'effet de groupe est un des effets les plus dangereux. Parce que l'effet de groupe, en fait, les personnes autour suivent et ne se rendent même plus compte de ce qu'elles font. Et par contre, vous pouvez les reprendre quelques temps après et elles peuvent vous dire mais comment j'ai pu participer à ça ? C'est ça le danger. Mais moi, ce qui m'a intéressé sur ce que Jordan a dit, c'est qu'il a dit, parlez-en à l'infirmière scolaire, etc. Il n'a pas dit ses parents. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Il n'a pas dit ses parents parce qu'il y a aussi un âge, à un moment donné, où l'enfant, si vous allez à l'école, il va considérer en tant que parent que vous vous mêlez de sa vie et qu'il est grand et qu'il est capable, finalement, de gérer ça tout seul. Et oui, c'est ça aussi comme il a dit, il ne veut pas inquiéter ses parents. En plus. Et c'est toute la difficulté. C'est pour ça que le rôle de l'école est très, très important. Et l'observation, je pense qu'on peut, en observant en réalité, savoir si un enfant est harcelé ou pas. Quand on a toujours un enfant dans l'école, finalement, qui se fait frapper, on peut observer, se poser la question de savoir si c'est la première fois, si c'est régulier, qui participe. Je crois qu'il y a un rôle d'observation qui est extrêmement important des adultes, parce que effectivement, il y a des enfants qui ne parlent pas, parce que l'effet de groupe, c'est certainement un des effets qui fait qu'on a le plus de mal, finalement, à... Parce qu'on a honte, peut-être ? Alors, c'est pas une question de honte, parce que quand c'est une personne, vous pouvez vous dire, elle est jalouse, etc. Mais quand c'est un nombre de personnes, on va vous dire, mais c'est vous le problème. D'accord. Et c'est toute la difficulté de se dire, si c'est le groupe, c'est donc vous. Le problème de ce phénomène de groupe, c'est que la réalité, c'est qu'il y a toujours un manipulateur, et que ce manipulateur, il emporte le reste. Et le souci, c'est que quand on se rend compte de ça, les dégâts sont déjà faits, et les dégâts peuvent être très graves, malheureusement. Et après, je sais pas, peut-être on reviendra tout à l'heure sur la loi. C'est vrai que jusqu'alors, le phénomène de groupe n'était pas pris en compte par la loi. Aujourd'hui, oui. Alors aujourd'hui, oui, et notamment, pas que dans le cyberharcèlement, mais notamment, aujourd'hui, on a tenu compte, et c'est vrai que le législateur, et notamment en 2018, a pris conscience, notamment dans le cas du harcèlement de rue, notamment dans le harcèlement sexuel, mais pas que. On va y venir dans le harcèlement de rue, effectivement. Voilà. On a pris conscience du fait qu'effectivement, il y avait des gens qui participaient. Ils participaient à un fait, alors qu'en fait, ils savaient très bien qu'il y en avait d'autres qui faisaient. Et du coup, on s'est dit, on va responsabiliser... Est-ce qu'ils se cachent pas derrière le groupe, justement ? Dire, on est en groupe, on est noyé dans la masse. Un peu comme le cyberharcèlement, on en parlera tout à l'heure, l'anonymat et tout, mais voilà. Non, si on part au départ, si on prend la définition du harcèlement moral, ça veut dire la répétition. Ouais. Mais finalement, est-ce que c'est la répétition de ce que vit la victime ou est-ce que c'est la répétition de l'auteur ? Jusqu'à présent, c'était plutôt la répétition de celui qui agissait. Or, la loi a changé. C'est-à-dire, je peux avoir eu un seul comportement, mais parce que je sais qu'il y a une répétition, finalement, je peux aussi être condamné que pour ce fait-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en 2018, le législateur a essayé en tout cas d'épouser toutes les situations de harcèlement. Et c'est vrai que c'est quand même, en tout cas en 2018, moi je trouve qu'il y a eu une évolution législative très intéressante pour les victimes, parce que toutes les situations aujourd'hui, elles peuvent être en réalité sanctionnées. Aujourd'hui, comment on guérit d'un harcèlement scolaire ? Nathalie. Alors, guérir, c'est très long. Ça peut prendre vraiment du temps. Pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit la justice... Enfin, alors quand je dis justice,
c'est la justice des hommes. Hein. Ça veut dire que soit c'est l'appareil judiciaire, c'est la justice pénale qui passe, soit dans le cadre d'une école élémentaire sur des faits mineurs, mais du harcèlement quand même, c'est la réglementation, c'est l'éducation, c'est-à-dire la sanction qui va tomber au niveau de l'adulte qui prend sa responsabilité, qui entend les choses et qui va donner une sanction juste, donc qui va qualifier l'auteur, qui va qualifier la victime. Mais la sanction, ça guérit ? Alors oui, parce que ça a un effet thérapeutique. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est reconnu victime, on peut sortir du statut de victime. Quand on n'est pas reconnu victime, c'est difficile d'en sortir parce qu'on n'est pas qualifié comme ça. Et si on veut des réparations financières, il faut se constituer partie civile, il me semble. Alors oui, alors ça c'est autre chose, mais je laisse. Pas systématiquement, parce que ça fait partie aussi des dommages. Faut le dire, parce que les gens le savent pas. Oui, il peut y avoir des dommages qui peuvent être prononcés pendant le tribunal. C'est pas systématiquement de se constituer partie civile. Mais je voulais rebondir juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les groupes, sur le leader. Oui. Il y a le leader effectivement, et celui qui est un peu le suiveur, qui est un peu dans le groupe. Comment il se positionne ? Souvent il se positionne, c'est-à-dire que du côté de la victime, il se dit. Tout compte fait, moi je suis bien où je suis et j'aimerais pas être à sa place, donc je ne bouge pas. Et en gros, vis-à-vis du harceleur, bravo, parce que ce qu'il fait lui, c'est ce que je n'oserais pas faire moi. C'est quand même très malsain dans l'attitude du suiveur, clairement, ouais. Parce que son fonctionnement, il a aucune empathie par rapport à la victime, et il profite de la fascination. Il se régale, il se satisfait de la du sadisme. Hein. Mais moi j'appelle ça le sadisme. Moi j'appelle ça le sadisme parce que c'est quand même c'est la façon d'agir dans la volonté de faire du mal à autrui. C'est vraiment la notion du sadisme. Donc, mais lui se reconnaît pas en tant qu'harceleur puisque ce n'est pas lui qui agit directement. Oui, et alors. Vous savez, je vais juste finir sur la thérapie parce qu'on n'a pas fini. C'était juste le premier jalon, c'est reconnaître le statut de victime et le statut d'auteur. Mais après, moi, je préconise beaucoup, vraiment, d'être pris en charge par des psychologues. Pourquoi ? Parce que l'effraction que ça crée, c'est-à-dire on a quand même une déstabilisation, ce qu'on appelle du moi, l'effraction dans le moi, c'est-à-dire on a un travail long à faire pour se réparer, pour réparer l'estime de soi qui a été brisée, parce qu'on a une estime de soi qui a été vraiment brisée. La confiance en soi et la confiance dans les autres, ça met du temps pour revenir. Donc tout ça, ça doit être travaillé avec des structures qui sont spécialisées et avec des psychologues spécialisés. Il y a Paul qui nous dit qu'il n'a pas d'argent pour aller voir le psychologue. Il y a des associations comme vous qui, je pense, ne demandent pas de moyens financiers en contrepartie. Alors, pas toujours, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut compter nos psychologues. Et donc, voilà. Mais aujourd'hui, on a quand même des possibilités de remboursement. Puisqu'aujourd'hui, vous savez que le psychologue commence à être remboursé. Oui. Donc ça, nous, on met en place des remboursements. Des prises en charge aussi par l'aide sociale à l'enfance qui peuvent solliciter la sécurité sociale pour avoir des prises en charge thérapeutiques dans ce cadre-là. On a également la possibilité d'aller en CMP aussi, voire à l'hôpital public, il y a des CMP où il y a des cellules d'urgence médico-psychologiques qui prennent en charge également les jeunes qui ont subi du harcèlement scolaire. Donc, je pense qu'il y a quand même tout un panel. Mais sur le centre du psychotraumatisme à Toulon, si les personnes viennent, leur situation économique est étudiée et bien entendu, la charge ne pose pas sur la victime. Merci. Eh bien, merci pour cette toute première partie. On va dériver vers le harcèlement de rue avant d'arriver tranquillement sur le cyberharcèlement qui est intimement lié à tout ce qu'on vient de dire. Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook Faut qu'on en parle ainsi que sur notre répondeur non surtaxé le 07 839 839 75 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, seconde partie. Le harcèlement de rue, de plus en plus courant. Qu'est-ce que c'est que réellement le harcèlement de rue ? Que faire si vous êtes pris à partie dans la rue ? Nous allons maintenant aborder toutes vos questions avec nos invités. Faut qu'on en parle, les chiffres. Est-ce que, Luc, les Français se sentent en sécurité dans la rue ? En 2022, 76% des femmes se sentaient encore en insécurité dans la rue, selon une étude de YouGov. Les femmes de 18 à 24 ans sont même les plus touchées. 73% des femmes ont peur lorsqu'elles se retrouvent dans une rue déserte. 52% craignent les transports en commun, et surtout le soir, bien évidemment. 57% d'entre elles viennent même à changer de trottoir lorsqu'elles aperçoivent quelqu'un au loin. En effet, 6 femmes sur 10 ont déjà été agressées verbalement ou sifflées dans la rue par des hommes. D'autres ont d'ailleurs
été victimes carrément d'agressions physiques. Et qui sont les plus touchés ? Si des femmes de tout âge ont été interrogées, le sondage révèle que les jeunes femmes de 18 à 24 ans sont donc les plus concernées par cette insécurité qui est quasi permanente pour elles. Elles sont d'ailleurs 80% à indiquer craindre de se retrouver seules, vraiment toutes seules, dans la rue, contre 73% pour le reste des sondés. Sinon, les franciliennes, elles, sont les plus touchées par peut-être la population sur place et autres. 47% d'entre elles ont déjà été agressées. 47% d'entre elles, c'est un chiffre énorme dans la rue, ou les transports en commun contre 25% dans le reste de l'Hexagone. Et pour commencer ce débat, voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Molly de Marseille qui nous a laissé ce message sur le répondeur. C'est horrible chez nous, il est hors de question que je prenne le bus, que ce soit le jour ou la nuit. Il y a toujours un mec qui se frotte à moi, qui me siffle, qui me suit. On n'est vraiment pas en sécurité dans les transports en commun. Myriam de Bordeaux. Dans le métro, jamais assise, dos à la rame, toujours face pour bien voir tout le monde. Dans les escalators, je me mets toujours du côté sur la marche pour éviter les mains au cul. Et oui, aussi, comme toutes ici, changer de trottoir et checker derrière soi, c'est le quotidien. Ce sentiment d'insécurité, c'est horrible. Nous recevons Pierre qui est référent à l'antenne parisienne de Stop Harcèlement de rue. Peux-tu d'abord te présenter et présenter l'association, Pierre ? Bonsoir. Bonsoir. Alors écoutez, me présenter, je pense que vous avez dit à peu près tout ce qui est d'intéressant sur moi. Donc on va présenter l'association. Stop Harcèlement de rue, c'est une association féministe qui a été fondée en 2015. L'association est composée de militants et de militantes bénévoles. On est répartis sur plusieurs antennes en fait dans différentes villes de France et on a un objectif, c'est de sensibiliser et pouvoir informer sur le harcèlement de rue via des interventions dans des écoles, via des festivals ou par d'autres actions comme par exemple le projet Angela qui a été mis en place par notre antenne de Tours avec un travail en fait entre la mairie et les établissements et les commerces de la ville de Tours pour avoir de la formation sur l'accueil de personnes qui seraient harcelées dans la rue. Donc on a plusieurs antennes actives en France et si jamais vous souhaitez nous rejoindre, je suis désolé, je fais un peu de promo. Ah non mais tu peux y aller Pierre, vas-y. Si jamais vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter sur l'adresse contact@stopharcellementderue.org. Si vous habitez dans une ville où on a déjà une antenne, on pourra vous intégrer et si jamais vous souhaitez monter une antenne dans votre ville, on se fera un plaisir de pouvoir vous aiguiller et vous aider pour le faire. Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que le harcèlement de rue ? Quels sont les différents types ? Qu'est-ce qui est considéré comme du harcèlement concernant le harcèlement de rue ? Ouais. Alors, si on va parler de ça, il y a déjà quelque chose qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'il faut qu'on parte de ce que n'est pas exactement le harcèlement de rue. Et ça recoupe un petit peu des points de la présentation que vous aviez. L'image d'Épinal qu'on peut avoir du harcèlement de rue, c'est une femme plutôt jeune, plutôt belle, qui marche dans la rue et qui serait abordée ou qui serait interpellée par un inconnu. Cette expérience lui est désagréable et donc on limite un petit peu le harcèlement de rue à ce spectre précis, à cette interaction. Donc ensuite, en fonction des petites convictions personnelles des gens, ils viennent à poser leurs propres idées, c'est-à-dire quand certains vont expliquer par exemple que c'est un malentendu et qu'en fait les hommes ne harcèlent pas, ils sont juste un peu maladroits et c'est de la drague, mais c'est juste que les femmes comprennent pas exactement que c'est de la maladresse. Puis vous en avez carrément d'autres qui vont instrumentaliser ce phénomène à des fins politiques en expliquant que en réalité, le harcèlement c'est un truc que font les hommes noirs et les hommes arabes aux femmes. Bon. Là, on vient de voir un petit peu. On est dans des clichés, là, complètement. On est complètement dans des clichés, mais si vous regardez quelle est un petit peu la manière dont on parle du harcèlement de rue, et notamment dans certains médias qui, on va dire, sont les médias prédominants, c'est un peu comme ça que c'est représenté, ou du moins, c'est les rares fois où on en parle, c'est sous cet angle-là. Donc déjà, le harcèlement de rue, c'est pas de la drague qui est mal dosée. La drague, c'est quelque chose, le harcèlement, c'est autre chose. Ensuite, ce n'est pas un type précis d'homme qui harcèle. En réalité, le harcèlement, c'est quelque chose que les hommes en tant que groupe, pas tous les hommes individuellement, partagent quelle que soit leur couleur de peau ou quelle que soit leur classe sociale. Et puis dernièrement, le harcèlement de rue, on a certes cette image qui existe, bien évidemment, d'une femme qui le subit parce que initialement elle est peut-être considérée comme désirable par son harceleur, mais en réalité, les femmes ne sont pas les seules personnes, et les femmes belles, par exemple, ne sont pas les seules personnes qui subissent du harcèlement de rue. Donc, on peut, une fois qu'on a déterminé ça,
En fait, le harcèlement, c'est un ensemble de comportements qui sont des outils. Ces comportements, c'est quoi? C'est des sifflements, c'est des insultes, c'est des menaces, c'est des suggestions qui sont par contre toutes exprimées par un même groupe d'individus. Et je redis groupe pas au sens individuel, au sens sociologique, c'est les hommes. En gros, c'est un outil qui est utilisé, donc toutes ces insultes, etc., c'est utilisé pour quoi faire? C'est du contrôle de l'espace, c'est du contrôle social. Ces hommes-là, les harceleurs, considèrent que la rue, c'est leur espace, ça leur appartient. Et toute personne qui ne respecte pas les règles que eux-mêmes ont prédéfinies s'expose à des remontrances et à tout ce que j'ai cité juste avant. Et donc, ça veut dire que là, on en arrive en réalité un peu à votre question, c'est-à-dire les différents types de harcèlement de rue, mais en fait, le harcèlement, c'est le même. C'est la position de la victime qui change. Et donc là, tout le monde, tout ce qui n'est pas en fait le groupe harceleur peut être harcelé. Les femmes qui sont considérées comme grosses, en situation de handicap, elles peuvent être harcelées parce qu'elles sont identifiées comme musulmanes, comme lesbiennes, comme travailleuses du sexe, comme des femmes trans. La différence, en fait, c'est toujours ça. On l'a dit, nous, en première partie d'émission aussi, c'était essentiellement sur ça. Effectivement, j'ai écouté le début et en réalité, on en revient un petit peu sur ce rapport de dominant et de dominé. Et effectivement, ça ne touche pas que les femmes, puisque, alors je me permets de le dire aussi, parce que vous aviez deux personnes, je crois, qui étaient des hommes tout à l'heure Oui, on a encore Romaric qui va nous parler après de la partie self-défense, maintenant. Et en réalité, dans le harcèlement de rue, en sont aussi victimes les hommes qui, par exemple, seraient identifiés comme étant gays. Ça fait partie des personnes qui subissent des remontrances, des menaces, des insultes, et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le harcèlement de rue. Donc ça sort un petit peu du champ unique de ce que serait une interaction entre un homme et une femme plutôt jeune, plutôt considérée comme attirante. En réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus large et ça relève du contrôle social. Et du coup, il n'y a pas de profil type comme on peut l'entendre au quotidien? Si vous voulez, je peux vous donner un profil type, mais ça va être très court. C'est-à-dire que les harceleurs ont tous un point commun, c'est que ce sont des hommes. Mais effectivement, à la fois nous, de par les témoignages qu'on peut recevoir en tant qu'association et qu'on lit, mais en même temps aussi de par des événements en fait qu'on a tous vaguement en tête. Mais le harcèlement, c'est pratiqué par tous les hommes. On sait que par exemple à l'Assemblée nationale, qui reste quand même un lieu public, je sais que c'est un petit peu un contournement de la définition du truc, mais on a eu quand même en 2012 une députée, Cécile Duflot, qui est arrivée à l'Assemblée et qui a été sifflée. Et c'était pas des sifflements, c'était pas pour huer cette personne, c'est des sifflements qu'on entend dans un cadre de drague. Et donc toutes ces personnes qui sont censées être exemplaires, etc., et qu'on les suspecterait jamais parce que c'est pas eux la cible, ceux qu'on désigne comme étant les harceleurs habituellement. Ces types-là qui sont censés être respectables ont pratiqué collectivement du harcèlement vis-à-vis d'une femme. Louisette, tu voulais alors pour venir en complément, en fait. C'est que le harcèlement de rue, finalement, c'est un terme générique en réalité qui est utilisé, mais dont les qualifications juridiques en fait qui vont en découler sont complètement différentes. Par exemple, pour Cécile Duflot, on aurait pu dire que c'était du sexisme, c'est peut-être de l'outrage sexiste. C'est-à-dire que la loi de 2018 a parlé de harcèlement de rue, mais dans ce harcèlement de rue, en réalité, on a voulu y mettre des graduations, c'est-à-dire de l'outrage, ça peut être aussi une qualification d'insulte, mais ça peut être aussi de la discrimination, donc on peut monter en degrés, comme l'outrage sexiste peut ensuite devenir harcèlement sexuel en fonction du degré. En fait, c'est un terme générique, finalement, le harcèlement de rue. Mais ce n'est pas à lui seul une qualification juridique. On a Elliot qui nous demande comment savoir si inconsciemment j'harcèle. Peut-être Nathalie, Pierre. Je voulais déjà répondre peut-être à ce que disait Louisette, et puis sinon on répondra à Elliot, c'est ça? Elliot, oui. C'est effectivement une définition qui est plus large que le cadre de la loi qui date de 2018, on est tout à fait d'accord. Alors, comment savoir si un homme inconsciemment harcèle? C'était ça la question? Oui. Alors, moi déjà j'ai toujours un énorme doute sur le inconsciemment. Sur l'inconscient, absolument. Voilà. Absolument. Ça laisserait penser que le gars, sans s'en rendre compte, quoi. Voilà, c'est un grand maladroit. En fait, on va pas y aller par. Sur un malentendu, ça peut marcher. Il peut conclure. Voilà. Ouais. Ces hommes-là, en fait, historiquement, on a essayé de les convaincre en utilisant un truc qui en fait est
qu'il faut surtout pas faire, et qui est de leur dire ah mais en fait il faut pas le faire, il faut pas faire les trucs que t'aimerais pas qu'on fasse à ta sœur ou à ta mère. Bon, en réalité les gens qui disent ça sont très bien intentionnés, mais le problème c'est que ça repose sur une mécanique qui est quand même totalement bancale. C'est qu'en réalité les seules femmes qui méritent d'être respectables, c'est nos sœurs et c'est nos mères. Bon, en fait on va le prendre sous un autre angle, et là je suis désolé, c'est un petit peu provoque, etc. Mais tu es un homme, tu veux savoir si tu es dans le harcèlement, eh ben écoute, quand tu dis quelque chose, demande-toi si tu aimerais que ton voisin de cellule en prison qui fait 20 kilos et 20 cm de plus que toi te le dise. Est-ce que tu te sentirais en sécurité ou pas? Je vois que ça fait réagir Claude, notre gendarme. Ça fait doucement rire. Mais c'est ça, mais clairement. Tout à fait. Tu as raison. Je me permets quand même de dire, hein, je sais ce que je viens de faire, et malheureusement c'est pas un sujet qui porte à la rigolade, parce que le système carcéral n'est pas une solution à tout ça, en général n'est pas une solution à grand chose, et deuxièmement devoir en arriver par du raisonnement en fait qui est censé instiller la peur chez la personne qui l'écoute, parce qu'on espère derrière générer de l'empathie, ça prouve quand même qu'on est dans une situation qui est c'est lunaire quoi. On parle à des murs en fait. Ouais. En fait, pour moi, je pense que c'est un excellent exemple, parce que simplement, parfois, il faut un peu d'éprouver à l'intérieur de soi pour se mettre dans l'empathie. Et malheureusement, effectivement, quand on fait appel à la mère, à la sœur, et que on justifie comme ça que le patriarcat estime que ce sont les seules personnes qui sont respectables, ça ne met pas en empathie en réalité avec le reste du monde. Donc voilà, je pense que effectivement c'est un peu rude, c'est un petit peu violent, mais c'est parfois la seule manière de réveiller le sentiment d'empathie chez des personnes qui finalement sont un peu dans la mauvaise foi en disant inconsciemment. Enfin, l'autre forme de violence, c'est que si on est obligé de créer des univers imaginaires où tous les mecs se retrouvent en prison avec des personnes qui physiquement sont capables de les dominer, c'est qu'on n'est vraiment pas sorti du Absolument. en fait, Absolument. On est complètement d'accord. On va revenir dans quelques secondes, et justement Romaric va nous parler un petit peu de self-défense, puis après on reviendra aussi avec toi, Pierre. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. Alors justement, on va se demander comment lutter, Mylène. Est-ce que les sports de combat sont bons pour apprendre à se défendre? Que faire si on est pris en partie dans la rue, Romaric? Alors, si on est pris à partie dans la rue, déjà la première des choses, c'est ne pas se positionner en tant que victime. Ne pas avoir peur de celui qui vient donc nous harceler, nous agresser. Déjà, qu'il sente qu'il y a une présence. Dès qu'il va sentir qu'il y a une présence, ça peut beaucoup calmer. Comme le dit Richard Douyeb, qui était formateur du GIGN et le président de notre fédération, qui a donc retransmis le Krav Maga créé par Emil Lichtenfeld, le créateur du Krav Maga. Déjà, 80% des situations peuvent se désamorcer avec la parole. Des fois, ça peut prendre du temps et tout. Mais il faut rester sur le fait initial. Ne pas dériver. Souvent, les agresseurs vont toujours essayer de dériver sur autre chose pour essayer de créer un conflit qui va totalement dégénérer. Non, on a Lise qui nous demande, on m'a toujours dit de fuir. Donc, c'est pas la chose à faire? Fuir? Mais pourquoi fuir? C'est moi le problème ou c'est lui le problème? C'est lui qui a un problème avec moi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui réagissent comme ça, qui ont peur. Et on les commence à battre, ça fait frémir en plus les agresseurs. Au contraire, ça leur donne c'est un peu comme les psychopathes. Ça leur met de l'adrénaline, ça. Un peu le jeu du chat et de la souris à ce moment-là. Mais s'ils sentent qu'il y a quelqu'un en face qui a du répondant, qui est peut-être, on va dire, ils peuvent peut-être avoir l'illusion qu'il est peut-être encore plus fou qu'eux, ça peut les refroidir. Ça peut vraiment, limite, les faire presque pleurer et qu'ils s'en aillent sans demander leur reste, quoi. Donc c'est ça déjà, la première des choses, c'est de ne pas avoir peur pour pas amplifier les réactions. Ensuite, la deuxième chose, on a aussi un cadre légal à respecter, bien entendu. C'est sûr qu'une personne, sur ce qui va se passer, quand il y a des témoignages, des caméras ou tout, généralement on dit toujours, celui qui donne le premier coup, c'est celui qui agresse l'autre. Alors, il y a un cadre quand même de la légitime défense. Il faut savoir que d'ailleurs les agents de sécurité, les policiers et tout l'apprennent. Lorsqu'une personne commence à dépasser un peu les bornes, qu'elle arrive énervée, qu'elle commence à vous faire des menaces, qu'elle peut éventuellement mettre la main dans la poche peut-être pour sortir une arme, si vous vous sentez vraiment en danger, vous pouvez vous défendre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le premier coup pour vous défendre. Alors, c'est toujours difficile parce qu'en fonction de la situation, les témoignages et tout ça qu'on peut avoir,
on peut être nous-mêmes, on va dire, qualifiés de bourreaux. Donc c'est vrai que les agresseurs en plus sont malins, ils vont d'ailleurs toujours se faire passer pour une victime, mais il faut justement dépasser ce stade. Comme on dit toujours, vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Il faut savoir aussi, donc, bien entendu, lorsqu'on a à faire une défense, que des fois il y a eu une intervention de police, qu'on est obligé de passer devant un tribunal, il y a aussi des moyens de parler ou autre, parce qu'il faut pas oublier que, bien entendu, chaque mot qui peut être mal employé peut se retourner contre nous. Oui. Pour dire la même chose, il y a, on va dire, quelque chose qui peut nous faire condamner, alors qu'on voulait pas du tout. On était sur une situation purement de défense, mais tel qu'on l'a expliqué, ou autre. Ça nous fait condamner. Alors que si on l'explique avec des mots différents, on peut très bien s'en sortir, que le tribunal comprenne, que le jury, le juge et tout ça comprennent ce qui s'est passé et pouvoir justement nous protéger. Donc ça c'est lorsqu'on a... Oui. Oui. Lorsqu'on a simplement, lorsqu'on est face à quelqu'un qui discute, mais si on a quelqu'un qui passe à l'acte, d'abord la peur, ça se décrète pas. On peut pas décréter de pas avoir peur. C'est un sentiment d'accord. C'est une émotion. Une émotion. Je n'ai jamais dit qu'on n'avait pas peur, justement. Le but, c'est de savoir maîtriser sa peur. Donc maîtriser les effets. Est-ce que le Krav Maga peut apporter ça? Oui. Tout à fait. La maîtrise de sa peur. Oui. Ça, on n'a pas dit qu'on n'avait pas peur. Moi, j'ai eu plusieurs situations d'agression. Ouais. Y a des moments, des fois, j'en menais pas large. Tu avais très peur, ouais. Oui, parce que des fois, on peut tomber sur des gens. Moi, je suis tombé sur des gens, des fois, qui faisaient 3 fois mon poids, 2 fois ma taille. Oui, parce qu'on va dire que tu as une carrure normale, pour ceux qui voient les images sur le live. Alors, je suis tombé sur une personne, une fois, complètement droguée ou tout. Donc là, on pouvait se défendre ou autre. La personne, elle revenait tout aussi puissante. Il y a des moments, on peut avoir très peur. Mais le problème, c'est de ne pas céder à cette peur. Justement, c'est de toujours penser, on pense à soi, on pense à protéger soi-même, nos proches qui sont là, et on doit justement dominer, dépasser cette peur. Le but, c'est d'avoir ce sang-froid qui est tout simplement de la survie pour nous permettre de survivre à la rue. Et c'est ça que justement, on apprend à avoir. Au travers d'une pratique martiale, je dis pas que en 2 jours, vous allez faire ça. Ça vous prendra forcément quelques mois, quelques années. Des fois plus selon les traumatismes, ça va dépendre de chacun. Mais le but vraiment, c'est d'arriver à pouvoir se contrôler ses nerfs. Et justement, comme l'expliquait toujours d'ailleurs le fondateur du Krav Maga, ne pas, on va dire, faire plus que ce qui est nécessaire. Le Krav Maga est avant tout une méthode de self-défense qui est faite là pour aider à survivre, pour, on va dire, mettre hors combat quelqu'un qui vient vous agresser. Oui, c'est ça. On n'est pas là pour le tuer. Se défendre. Voilà, c'est totalement différent. C'est pour ça que justement quelqu'un qui sait vraiment, on va dire, se défendre, qui sait pratiquer et tout, il a pas. Son idée, c'est pas de tuer quelqu'un. Son idée, c'est surtout de préserver la vie. On est là, voilà. L'autre, il a agressé, c'est son choix. Il a pris ce qu'il avait à prendre à ce moment-là. Ça va peut-être lui permettre de réfléchir à son comportement, parce que ça va déjà lui détruire son ego. Et c'est déjà ce qui est important. Déjà, son ego va tomber, on va peut-être pouvoir faire un travail derrière. Même si malheureusement, on a dû en passer par là, on se protège soi-même. Lui, il apprend une leçon de ça. Il sait que les gens vont pas forcément toujours subir sa violence. On va dire, même ses gros muscles, ça peut le calmer, quoi. L'aider, c'est ça. Ça peut le calmer et ça peut vraiment lui faire réfléchir qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui peut lui dire stop, qui peut tomber sur plus fort que lui. Louisette ? Alors, je peux souscrire à ça dans des situations certainement d'agression grave, mais après, moi, je dirais aux victimes de ne jamais se mettre en danger. Je pense que c'est ça, surtout parce que malheureusement, on a aussi des personnes qui ont des problèmes pathologiques, vous l'avez dit, personnes droguées, etc. Et que du coup, ça vaut pas le coup non plus de se mettre en danger. Enfin, moi, je pense que ça dépend de... Je pense que pour se défendre, déjà, il faut en parler, il faut dire stop, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné dire, voilà, ça, je n'accepte pas cette chose-là. Après, moi, je conseillerais aux victimes de ne jamais se mettre en danger, mais par contre, de le dénoncer. De le dénoncer, ça je trouve que c'est très important, et quitte à ce que si la personne se trouve très menaçante, à appeler la police. Mais après, vous maîtrisez votre art, mais je pense que pour des personnes peut-être qui entendraient ça et qui prendraient ça au premier degré, je me permets, je devrais peut-être pas, mais... Alors, on parle de défense, on parle pas d'attaque. Oui, clairement c'est sûr. Pas. Oui. En fait, je pense que les propos ont été mal entendus. Oui, je crois. Puisque, en vérité, on ne se met pas en danger. Ce qu'on fait, c'est que justement, comme vous l'expliquez, il fait comprendre qu'en gros, on ne veut pas accéder à sa requête.
Sauf que demain, je sais pas, je conduis une Ferrari. J'ai envie de ta Ferrari. Tu vas me la donner? Peut-être pas. Je vais sortir quelque chose, alors je vais t'obliger à me la donner, peut-être avec une arme. Tu vas peut-être me la donner à ce moment-là. Et puis je vais me dire, après tout, elle cède facilement, elle a peur de ça. Ben, je vais prendre plus. Je vais pas prendre que ta Ferrari. Et c'est justement pour éviter d'en arriver là qu'à un moment, justement, on dit stop avec ce qu'on a appris sur des situations très simples. Après, de toute façon, une situation d'agression va toujours nous mettre en danger. Le fait de ne pas accepter une requête d'une personne nous met automatiquement sur un risque de danger. Sauf que lui, il va réfléchir, il va se dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? La situation va peut-être prendre du temps, va peut-être y avoir d'un coup des témoins, peut-être y avoir quelque chose qui va le gêner. C'est ça qui va nous sauver. Mais justement, le fait de, on va dire, si on restait en tant que victime, qu'on bouge pas, qu'on accède à toutes ces requêtes, ça lui laisse aussi libre cours à toute son imagination. Et là, il y en a qui peuvent aller très loin d'ailleurs. Voilà, moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que je sais que sur le centre du psychotraumatisme, par exemple, on a des personnalités, des jeunes qui ont vécu une agression de rue et qui n'ont pas été dans la possibilité de réagir parce que leur personnalité fait qu'ils sont inhibés à ce moment-là. Et ils culpabilisent énormément de ne pas avoir réagi. Là où ils se disent j'aurais dû réagir, j'aurais dû faire quelque chose, montrer que... Oui, mais sauf qu'ils sont paralysés. C'est-à-dire que la peur les paralyse. Et ça, je trouve que du coup, cet art-là peut vraiment les aider à sortir de ce réflexe en fait, très archaïque de paralysie, en fait. Et d'apprendre, en apprenant déjà, en anticipant une situation éventuelle d'agression et en ayant en mettant en place des réflexes qui sont complètement différents par anticipation. Donc ça peut être intéressant pour les victimes, ou les potentielles victimes. Comme disait Romaric, c'est aussi l'attitude et le comportement que l'on donne à l'extérieur qui peut provoquer à devenir une victime. C'est-à-dire qu'on fait une démonstration dans notre analyse, dans notre comportement au quotidien, déjà d'être dans une vulnérabilité. Vous savez, les personnes qui, quand on croise une autre personne, baissent la tête, tient fortement son sac, ce sont des attitudes qui sont, je vais dire, très vite repérées par un prédateur. Hein. Je dis tout type de prédateur. Et c'est ces attitudes-là qu'il faut savoir arriver à se modifier. Mais la problématique va aussi, c'est que c'est la propre personnalité. Est-ce que j'ai un caractère suffisamment fort? Est-ce que j'ai une capacité, une personnalité suffisamment forte aussi pour pouvoir réagir à un type d'agression? C'est certain que c'est tout un travail, un gros cheminement. Il y a des personnes qui vont très bien, immédiatement, ne pas se mettre en danger, comme tu disais, Louisette, mais surtout savoir, au contact de cet agresseur potentiel, de faire la démonstration immédiatement, de dire attends, je t'explique que tu veux quoi, toi? Ok? Donc, effectivement, ça va l'amener à réfléchir à l'agresseur. Mais pas tout le monde, malheureusement, est en capacité de réagir comme ça, parce que ça tient à l'être humain. On est dans de l'être humain. Et ça s'apprend. On va revenir justement avec Pierre. Du coup, Pierre, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir subi un harcèlement de rue? Que dit la loi sur ça? Juste sur les points qui ont été évoqués juste avant, il y a quand même, et vraiment je dis ça sans malice, j'ai l'impression que Romaric a trouvé quelque chose dans le Krav Maga, et voilà, sincèrement, je suis content de voir que ça puisse être une solution pour certaines personnes, mais en fait, si on doit le porter à une plus grande échelle, là, on est en train de comprendre que finalement, il y a toutes les femmes finalement en France qu'on doit former à faire du Krav Maga. Donc une fois qu'on explique ça, si jamais c'est une solution, une fois qu'on explique ça, en fait, c'est quoi le coût de formation, c'est quoi le coût de ces cours de Krav Maga? Et donc je retourne la question en disant, est-ce que ce serait pas mieux de mettre de l'argent dans l'éducation pour éduquer les hommes un petit peu différemment, pour qu'on ait moins de harceleurs? Mais donc la question. Romaric va te répondre du coup. Il va répondre. Je suis désolé, mais pas de souci, pas de souci. Alors, on parle justement des coûts de formation au Krav Maga. Il faut savoir que dans notre fédé, on a quand même Michael Obadia et d'autres personnes qui ont fondé Krav Maga Women Protect, qui interviennent d'ailleurs partout dans le monde, notamment en Inde, où les femmes sont beaucoup harcelées, beaucoup maltraitées, pour former justement des clubs, des groupes ou tout, à apprendre les femmes à se défendre, et notamment les femmes victimes de violences. Donc des fois, même ces formations sont gratuites. Il faut savoir que même moi, dans le secteur, j'avais essayé de proposer ça à la mairie de la Vallée du Var. Bon, malheureusement, ils m'avaient répondu par la négative, alors que je proposais quand même une formation. Je demandais juste une salle pour pouvoir accueillir un peu des femmes, une fois par mois, des femmes victimes de violences.
Mais bon, ça n'avait pas plus intéressé que ça. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on essayait un peu aussi ce but aussi un peu caritatif. Le but, c'est pas vraiment de vendre du Krav Maga pour vendre du Krav Maga. Ça n'a jamais été notre but. Après, c'est sûr que bon, faut que chacun en vive. Donc, selon les clubs, on va dire qu'on va être sur un abonnement moyen entre 200 et 600 euros selon les régions, selon les clubs et tout ça. Oui, Moi, mais c'est pareil qu'une activité danse ou autre. Voilà, c'est une activité. Ça dépend du. Oui, effectivement, c'est à peu près pareil. Moi, je dirais que je suis dans l'un des clubs les moins chers parce que j'estime que le Krav Maga, voilà, pour être honnête avec tout le monde, auparavant, dans les temps plus anciens, quand on prend la Renaissance ou tout ça, les gens de bonne famille apprenaient toujours à se défendre. Et aujourd'hui, comme le monde a évolué, on pense que bon, bah, tout se passe bien, la justice est là pour nous, la police est là pour nous. C'est très bien, mais malheureusement, on manque beaucoup de policiers. Ils peuvent pas intervenir dans 1 minute, on peut pas mettre un policier derrière chaque personne, dans chaque rue. C'est impossible et on est beaucoup obligé de penser à soi. Donc c'est vrai que la formation de self-défense, c'est ce qu'on indiquerait à tout le monde, au moins avoir un minimum pour savoir un peu se défendre en cas de besoin. Un peu comme les premiers secours pour essayer de secourir. Voilà, il faudrait avoir un petit cours de self-défense. C'est ça. Après, en sachant aussi que cette formation, on peut pas la banaliser dans le sens où nous, en tant que formateurs, on est responsable de nos élèves ils viennent pour nous, mais on a toujours quand même un garde-fou qui nous permet de dire si on aperçoit que quelqu'un est là pour venir casser des bouches, pour venir agresser d'autres personnes ou qui va pas bien psychologiquement, on peut arrêter sa formation complètement et lui dire non, on n'est pas là pour ça. C'est ça qui est bien. On est toujours sur une logique où c'est les femmes qui doivent apprendre à se défendre et juste pour rappel, matériellement, il y a 34 millions de femmes en France. Donc, juste si on doit se reposer sur le Krav Maga, je suis pas sûr qu'en France on ait la structure pour que ce soit ça le ressort. Mais est-ce que vous pensez que réellement il y a que les femmes qui ont besoin de se défendre ? Ah mais non, bien sûr que non. Mais si parce vous voulez, que justement, on peut parler des chiffres. Hein. Ah non, mais au niveau des chiffres, oui, on est d'accord. Il y a 85% des auteurs présumés de coups et blessures volontaires qui sont des hommes, 86% des mis en cause pour meurtre, 97% des auteurs de violences sexuelles, et 84% des auteurs présumés d'accidents de la route. Donc effectivement, en fait, moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est les mecs qu'il faut éduquer. Là, juste les trucs que je viens de vous citer, en fait. Vous vous rendez compte en termes de coûts humains, de santé et pour la justice, ce que ça représente. On parle juste pour ça, on parle de dizaines de milliards d'euros, en fait. Est-ce que collectivement, on ne prendrait pas l'espèce de décision un petit peu saine de dire qu'il y a un groupe qu'on éduque tellement mal, qu'il y en a une certaine proportion qui, en fait, pourrissent littéralement la vie de tout le monde, et la leur au passage, hein, soit dit en passant, parce que l'alcoolisme, etc., la malbouffe, c'est quand même des traits qui sont prédominants chez les hommes par rapport aux femmes. Et en fait, le problème que j'ai avec votre discours, et vraiment, je le redis, c'était sans malice. Moi, je suis content qu'il y ait des gens qui trouvent une solution là-dedans. Mais en fait, on ne peut pas avoir comme réponse en tant que société à un tel problème que de dire en fait c'est les personnes qui risquent d'en être victimes qui doivent prendre un peu leur prédisposition, quoi. Parce que si on commence à dire faut savoir vous défendre, la suite c'est mais faut t'habiller comme ça, faut pas sortir à telle heure, faut pas aller dans tel quartier, faut faire gaffe à machin. Et c'est pas possible. En fait, on pourrait dériver jusque comme les lois américaines où tout le monde a des flingues. J'exagère, mais on peut en arriver là au final. Non mais c'est vrai. Non. Oui, alors qu'on pourrait juste éduquer les hommes. Mais oui, effectivement, mettons plus de policiers. Tout le monde sait se défendre, tout le monde est armé jusqu'aux dents, etc. Alors qu'on pourrait juste éduquer les hommes. Pour revenir aux choses qui existent aujourd'hui, il y a des applications mobiles contre le harcèlement de rue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Pierre ? Oui, tout à fait. Les applications, en fait, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué parce qu'en plus, nous, on est en contact avec certaines personnes qui sont derrière ces applis, avec qui on a de plutôt bons rapports. Et il y a quand même une partie qui peut être assez utile. Le souci actuellement qu'il y a avec les apps, c'est qu'il y en a plus de 10 en fait actuellement sur les stores, si on regarde. Et donc on peut commencer à se demander si on est vraiment sur une logique où les personnes qui viennent en créer maintenant, c'est-à-dire des années après que les premières existent, sont vraiment des personnes qui veulent faire avancer la cause et si c'est vraiment là pour aider les personnes qui subissent du harcèlement, ou bien est-ce que en fait finalement c'est juste une autre app sur un store, parce qu'en fait avoir plus de 10 applications qui font la même chose sur quelque chose qui est censé être d'utilité publique, c'est juste dilapider les ressources. C'est être moins efficace et donc à terme, c'est potentiellement prendre le risque de ne pas réussir à développer des choses collectivement qui pourraient aider les victimes de harcèlement. Mais je le redis, voilà, là je sais que je viens de renchaîner sur un coup de marteau, mais en réalité il y a des aspects qui peuvent être très intéressants dans ces apps.
Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus discutables, mais globalement, on peut se poser la question de est-ce que parmi les personnes qui en créent, il n'y a pas un peu cette problématique, enfin, pourquoi le font-elles en réalité? Est-ce qu'il y a un numéro à contacter des associations comme vous, comme Stop Harcèlement de rue, un site internet pour aider les personnes qui se sont fait harceler? Nous, chez Stop Harcèlement de rue, nous n'avons pas de cellule d'accueil de victimes parce que je pense que vous avez donné suffisamment de chiffres quand vous présentiez pour que vous compreniez que une asso de bénévoles en fait ne peut pas faire ce travail. Et je vous le dis honnêtement, il faut des moyens. On a dit tout à l'heure. À un moment donné, il faut mettre de l'argent, c'est clair. C'est toujours pareil. Et en fait, non, il n'y a pas de cellule, il y a pas de. C'est comme tout à l'heure on en parlait, hein, mais pareil, je suis désolé de dire ça pour la dame qui est avec nous, et je sens qu'elle est vraiment de bonne volonté sur plein de sujets, mais je suis quand même un peu obligé de parler des forces de l'ordre aussi, et il y a un problème sur la prise Claude. des plaintes. Il y a tout à l'heure, il y a un jeune homme qui justement expliquait que il était allé déposer une plainte à la gendarmerie qu'on lui avait refusée. La réponse immédiate a été « oui, mais vous savez, vous avez le procureur de la République ». Alors que la réponse immédiate devrait être « c'est illégal en France ». C'est ce que j'ai dit, Pierre, tout à l'heure. J'ai dit que c'était totalement inacceptable. Et ça, moi, je ne peux pas le valider ni le tolérer, tant dans mes collègues de la police nationale que la gendarmerie. Pour moi, je suis intraitable là-dessus. Surtout en étant spécialisé sur ça, on va dériver sur le cyberharcèlement juste après. Oui, alors moi, je vais défendre les forces de l'ordre quand même, parce que quelquefois, quand elles refusent un dépôt de plainte, et je vais peut-être choquer, elles rendent service à la victime. Pour la simple et unique raison que le harcèlement, encore une fois, il faut un accompagnement. Et qu'une personne qui est victime de harcèlement, elle va commencer par où, par quel fait, et que ça peut être très compliqué pour celui qui est en face. Et quelquefois, quand la police ou la gendarmerie, refuse, elle rend service à la victime parce qu'il y a des plaintes, encore une fois, il faut être accompagné parce que ça prend du temps. Il faut resituer les faits, il faut resituer la chronologie des faits. Et notamment, alors aujourd'hui, encore une fois, il peut y avoir plusieurs auteurs, même pour un fait. Mais avant, ça n'existait pas. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de qualification pénale derrière, parce qu'on ne peut pas avoir un auteur identifié, parce qu'il y a plusieurs auteurs identifiés, ça veut dire de toute façon que ça va aller au panier. Ah oui, et c'est encore pire pour une victime. Alors, vite pour rebondir sur ce que disait Louisette, tout simplement. Le temps passe vite. Non, oui. J'entends très bien ce que tu dis, Louisette. Bien évidemment, il faut être accompagné, mais surtout, on n'a pas le droit de refuser. Refuser, certes, peut-être de prendre la plainte en l'état parce qu'il n'y a pas assez de cohérence, il n'y a pas assez de matière pour pouvoir qualifier l'infraction qui est incontournable pour pouvoir faire poursuivre en justice le harceleur. Mais par contre, on a l'obligation orienter vers l'association d'aide aux victimes pour justement avoir cet accompagnement. Parfait, gros sujet, on pourrait faire même une émission complète sur ça. Merci beaucoup Pierre pour la participation. On va dériver sur le cyberharcèlement. Merci Pierre. Allô ? Merci. Oui, pardon. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous. Au revoir. On dérive, on se retrouve dans quelques secondes. Faut qu'on en parle, c'est votre émission radio. Mais pas que. Retrouvez tous les jours toutes nos actualités sur notre site internet www.fautquonenparle.fr. Ne loupez aucune info grâce à nos journalistes hors pair. www.fautquonenparle.fr, c'est votre site sur l'actu. Faut qu'on en parle, troisième partie. Le cyberharcèlement est apparu depuis l'arrivée du numérique. Encore nouveau et pas suffisamment connu, nous avons décidé dans Faut qu'on en parle de mettre la lumière sur ce phénomène. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, qui est le plus touché par le cyberharcèlement ? La moitié des Français a peur du cyberharcèlement pour ses proches et 3 sur 10 s'inquiètent même d'en être directement victimes. Encore plus alarmant, chez les jeunes étudiants, le cyberharcèlement touche plus les filles que les garçons. 9,9% d'entre elles seraient concernées par le cyberharcèlement contre 8,1% de leurs camarades masculins. Enfin, 25% des collégiens et 14% des lycéens déclarent avoir été la cible d'attaques sur Internet dans le cadre scolaire. Le portable est pourtant interdit en école primaire et au collège, il doit pas apparaître non plus, il est interdit. Mais c'est peut-être devant les établissements, on va en parler. 78% croient que les femmes sont plus susceptibles d'être victimes de harcèlement en ligne que les hommes. Or, chez les adultes, la proportion des victimes de harcèlement est-elle aussi élevée chez les femmes que chez les hommes ? N'hésitez pas à réagir avec notre hashtag FQEP sur tous nos réseaux sociaux. Alors, comment définir le cyberharcèlement et quelles sont les formes de cyberharcèlement ?
On va demander à Claude. Oui. Ah oui, ça y est. Alors, moi, je ne suis pas une technicienne du cyberharcèlement, mais par contre, ce que je pourrais dire, c'est que au sein de la gendarmerie et de la police, il a été créé quand même la cellule Pharos. La cellule Pharos, qui est donc créée à l'origine, c'était pour lutter contre toutes les problématiques sur la pédopornographie. Mais elle s'est très vite étendue sur tous les contenus illicites sur le web. C'était très important. Donc, les jeunes connaissent la cellule Pharos, ils savent vers qui se rapprocher. Alors, c'est certain que ce sont des policiers, des gendarmes qui sont techniciens. Les jeunes connaissent la cellule Pharos ? Ah, moi, oui. perso, j'ai jamais entendu parler. Alors, au niveau des collèges... T'es pas jeune, Luc. Désolé, Alors, Luc. toi, Mylène, tu connais la cellule Pharos ? Non plus, je suis trop vieille aussi. Ok, on demandera aux collégiens. Non, alors les collégiens, oui, ils connaissent. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait aussi de prévention. En gendarmerie, vous avez des unités spécialisées qui travaillent en prévention dans le scolaire. Et si au départ on parlait de problématiques de violence, ou puis après ça a été de raquettes, puis ça a été plus sur les conduites à risque telles que les prises de produits, telles que les stupéfiants, et depuis c'est devenu au harcèlement. Alors si vous connaissez les unités, ce sont ce qu'on appelait les BPDJ, Brigades de prévention de délinquance juvénile, qui sont devenus maintenant les maisons de confiance et de protection des familles, où sont regroupées aussi toute la problématique sur des enfants victimes de violences. Voilà. Mais donc, et c'est vrai que ces actions par ces unités spécialisées interviennent dans les établissements scolaires. Prioritairement, c'est les collèges. Mais ils interviennent aussi en école élémentaire et en lycée. Et en quelle classe ? Dès le début du collège ou non ? Alors, nous, on avait pris pour habitude, moi je commandais ce service-là quand j'étais dans les Bouches-du-Rhône. On voyait les 6e sur le phénomène des violences, les 5e sur les dangers d'Internet, les 4e sur les conduites à risque. Ce qui nous permettait de faire une continuité avec les jeunes et de nous repérer, de nous identifier. Et surtout, comme disait très justement tout à l'heure Jordan, on évoquait bien aux jeunes que quelques problèmes qu'il puisse lui arriver, qu'il pense être victime de quoi que ce soit, qu'il y a quelque chose qui le dérange, il a des acteurs autour de lui dans l'éducation nationale tels que l'assistante sociale, l'infirmière scolaire et bien d'autres agents autour de lui. Parce que c'est vrai, comme disait Louisette aussi, c'est très compliqué d'évoquer certaines choses avec les parents. Qu'est-ce que les violences numériques et quelles sont les formes, Louisette rajouter quelque chose ? Oui, Louisette, déjà. Par rapport à la question sur c'est quoi le cyberharcèlement, c'est le support qui change en réalité. C'est le support puisqu'il est sur les réseaux sociaux, il est et d'ailleurs ça donne une mais là dimension. il est plus à la sortie des collèges. Il est plus à la sortie des collèges, ça peut être permanent. Ça peut être une continuité et c'est pour ça, si je reviens sur la définition tout à l'heure du harcèlement que je vous disais, y compris sur le harcèlement sexuel, quand je vous disais justement que depuis la loi de 2018, il n'est plus, je dirais la répétition n'est pas forcément obligatoire pour l'auteur, c'est-à-dire que je peux me concerter ou je peux savoir qu'il y a des personnes qui ont déjà eu des propos, des comportements. Si moi j'en ajoute un alors que je sais que d'autres l'ont fait, je peux être poursuivi pour un seul fait. Mais c'était aussi pour lutter contre les raids numériques, justement. La volonté du législateur, elle était vraiment là. C'est pas dit comme ça dans la loi, on ne dit pas c'est le cyberharcèlement, mais quand on regarde en fait tous les travaux qui ont été faits là-dessus, c'était de se poser la question de savoir comment on allait faire pour justement lutter contre les raids numériques. Et la volonté, c'était de responsabiliser ceux justement qui rajoutaient, alors même qu'ils savaient pertinemment déjà que la personne subissait en voyant tous les commentaires, etc. Donc ce qui veut dire que c'est que l'outil juridique il existe aujourd'hui. Par contre, c'est le phénomène. On va poursuivre combien de personnes ? Et c'est toute la difficulté, parce que du coup, ça représente énormément de personnes. Alors le support, bien sûr, il amène à toucher un nombre beaucoup, beaucoup plus important de personnes. Ça veut dire que la victime, elle est exposée au regard et au colibé possible d'un nombre de personnes indéfini, qui est énorme. Oui, et puis ce qu'on voit, indéfini, oui, mais même ne serait-ce déjà au sein de certains établissements scolaires, on en entend malheureusement tous les ans. On a parlé tout à l'heure de suicide, des gens qui se suicident parce qu'ils sont harcelés sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont été par exemple filmés dans une intimité, exactement, par exemple, dans un établissement scolaire, puis ils sont mis sur les réseaux, il y a tout le collège qui voit ça, et c'est larisé, etc. Et ça pousse jusqu'au suicide. Enfin, c'est vraiment... On arrive à un stade grave, très grave. Oui, parce que lorsque ça transgresse les fondamentaux du sentiment de dignité, eh bien, on en arrive à une effraction psychique telle que la personne, elle n'est plus sujet de son histoire. Elle est objet de l'histoire des autres. Elle devient. On est dans la société du spectacle, quoi. On va faire d'elle un objet de spectacle, mais qui est négatif. Donc là, on pousse le harcèlement à l'extrême. Voilà, c'est de la violence complète. Déjà, le harcèlement, c'est de la violence. Là, on est vraiment.
on expose la personne en place publique. Absolument. Et alors d'autant plus que, vous savez, il y a Michel Serres qui a écrit Petite poussette, justement sur les petits pouces, là, sur les téléphones portables, qui est décédé malheureusement, et qui a écrit Sans visage, pas de contrat social. Et vous savez, le fameux pseudo, ça nous permet d'agir sans visage, en fait. Et alors, on est bien à l'abri derrière son écran. On est bien à l'abri de l'anonymat, derrière l'anonymat. Et à ce moment-là, c'est comme si on était cagoulé, tout simplement, ou qu'on fait nos mauvais coups dans la nuit. C'est pas pour rien qu'on le fait en dehors. Les mauvais coups, ils se font cagouler ou en dehors de la visibilité. Donc, ça rend encore plus facile ce phénomène-là. Avec toutes les actions que Luc a parlé, est-ce que c'est à l'établissement scolaire de mettre des choses en place ? Est-ce que c'est aux plateformes qui est finalement responsable ? Est-ce qu'on ne devrait pas aller jusqu'à interdire l'anonymat sur les réseaux ? Il y a les deux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est un groupe... vous savez, le harcèlement, ça touche toujours la même classe d'âge. C'est-à-dire le harcèlement, les auteurs sont de la même classe d'âge que les victimes. On va dire qu'à 30%, ils ont 1 ou 2 ans de plus, et à 10%, ils ont 1 ou 2 ans de moins. Mais on est donc dans un phénomène forcément scolaire. À un moment donné. Donc, parce que on le connaît dans le groupe, ou alors dans une unité sportive, ou en tout cas un établissement recevant du public jeune. Donc c'est bien à cet établissement recevant du public jeune de régler le problème ou de co-régler le problème. Mais comment avec, ils peuvent bien gérer entendu, ces applications, ce que font les... Ils vont pas gérer les applications. Simplement, même si ça se passe en dehors de l'établissement scolaire, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que le drame de ça, c'est qu'on ramène le harcèlement dans son lit. Mais c'est ça va jusqu'à la nuit, ça Exactement. s'arrête jamais. Il y a pas de... Et puis plus la personne va regarder sur son téléphone, plus elle va être tentée de répondre, parce que s'anonymer ou faire en sorte de disparaître des réseaux sociaux, c'est qu'elle ne va plus avoir la main sur le fait de savoir ce qui se passe sur elle. Qui harcèle, qui se cache. Non ? Oui, mais la victime, souvent les adultes lui conseillent de bloquer. Donc de bloquer les comptes ou de dire ne rentre plus en relation. Sauf que elle, du coup, elle ne maîtrise même plus ce qui se dit sur elle. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui tombe sur elle, elle le sait pas, ou elle retourne le lendemain au collège ou au lycée et tout le monde rigole et machin. Donc nous, on conseille de faire des screens d'écran. D'accord. Et après de bloquer. Mais de faire bien des screens d'écran pour avoir de la preuve matérielle de ce qui se passe sur chaque personne qui est censée. Voilà. Et après, c'est à l'enquêteur. Quand il y a les captures d'écran, c'est à partir de là que la victime peut déposer plainte. Bon, déjà, si elle connaît... Il faut déjà qu'elle arrive à aller jusque-là. C'est le cas de ne pas faire ses captures d'écran, c'est ce qui lui est conseillé. Si elle ne connaît pas l'auteur, elle peut déposer plainte contre X. D'accord. Mais il y a aussi quand même toute une procédure quand même en parallèle contre les hébergeurs. Et ce sont des hébergeurs, les réseaux, c'est ça ? Les réseaux. Mais comment faire avec des réseaux américains ? Il y a des règles spécifiques. Dès que on a connaissance, un hébergeur a connaissance d'un fait qui est interdit, il a une obligation vis-à-vis de cette victime qui lui en a donné la connaissance. Donc il doit bloquer l'accès par les moyens, je vais dire, informatiques. Mais ça en fait partie. Mais c'est vrai que souvent, c'est mal connu. Et on n'ose pas. Et comme disait très justement Nathalie, malheureusement, on invite souvent la personne, bloque le numéro, bloque ci, bloque ça. C'est pas bon. Parce qu'on ne sait toujours pas après tout ce qui se passe derrière et encore sur cette même personne. C'était une question de notre sommaire. Est-ce que du coup les plateformes mettent suffisamment de moyens pour lutter du coup contre ce cyberharcèlement ? Alors les plateformes mettent les moyens qu'elles peuvent mettre en place. Mais après, toutes les plateformes, je vous ai parlé de la plateforme Pharos, va inviter la victime à déposer plainte. Faut engager les démarches. C'est compliqué. Oui, c'est ça, c'est que si on le fait pas, c'est compliqué. On n'utilise pas les outils. Et voilà, faut utiliser les outils légaux qui sont à la disposition pour pouvoir faire sanctionner. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il existe des outils. Voilà, on n'est pas seul avec ça. Voilà. Tout à fait. Alors, le problème qu'on a évoqué, nous, cette semaine avec des collègues, c'est que le cyberharcèlement n'a pas été complètement inclus dans la loi du harcèlement scolaire, celle de 2022. Et pourquoi pour nous, ça nous dérange. Ce n'est pas nous qui nous avons pris. Parce que la loi est toujours en retard, non ? Je pense qu'ils ont voulu vraiment cibler le harcèlement scolaire en y mettant vraiment des choses spécifiques à l'intérieur. Mais pourtant, harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, c'est complètement lié aujourd'hui. Totalement. On n'est plus dans le harcèlement d'il y a 20 ans. Je suis entièrement d'accord et c'est la question que nous on s'est posée. Pourquoi, à ce niveau-là, ça n'a pas été inclus et d'y apporter des réponses beaucoup plus claires par rapport au cyberharcèlement pour les victimes. Ce n'est pas clair dans la loi. C'est pas clair du tout.
Non, la loi, elle repose vraiment sur le harcèlement scolaire, tout ce qui touche au harcèlement, les vexations, les propos, les comportements. Mais ça en fait totalement partie. Parce que harceleur qui va harceler une victime dans sa classe ou dans l'établissement par les réseaux sociaux, c'est du harcèlement scolaire. Tout à fait. Oui, mais parce que ça reste encore dans la notion, je pense, de l'État, de nos politiques, que c'est du cyberharcèlement. Ouais, mais... Et qui ne veulent pas faire la confusion. Alors que pour nous, c'est incontournable. Le du point de vue de la gendarmerie, oui. Pour nous, c'est clair que le cyberharcèlement, 9 fois sur 10, c'est en lien avec déjà du harcèlement scolaire. Pendant la campagne électorale, on entendait parler de créer un ministre des réseaux sociaux. Est-ce que ça pourrait aider à faire le lien entre, je sais pas, le harcèlement scolaire et l'harcèlement... Et le cyberharcèlement. Franchement, la solution la plus simple, c'est d'arrêter l'anonymat, tout simplement. C'est-à-dire, quand on voit sur Twitter tout ce qui est dit de dégueulasse, sous couvert d'anonymat, arrêtons l'anonymat, déjà. Mettons parce tous qu'aujourd'hui, nos l'anonymat, il est arrêté sur les identités. réseaux à partir du moment où on a beaucoup de contacts, beaucoup d'amis sur les groupes comme Facebook ou Instagram. Oui, mais du coup, tous les autres... les plateformes demandent de justifier sa propre identité. Ça devrait être pour tout le monde pareil. Mais que pour les gros consommateurs. On aurait résolu le problème. Si à partir du moment où les gens naviguent derrière leur réelle identité, ils peuvent s'en créer une en parallèle comme ça, en 5 minutes. Non, mais s'ils ne peuvent pas créer un compte sans avoir mis leur carte d'identité, je vais vous dire une chose, il y aurait beaucoup moins de cyberharcèlement, il n'y en aurait plus du tout d'ailleurs. Louisette ? Bizarrement, oui, c'est clair. Alors moi, je voudrais rassurer les victimes, qu'elles soient victimes de cyberharcèlement ou de harcèlement. Finalement, les définitions sont les mêmes. Et donc, du coup, je pense que l'outil juridique existe. Je pense qu'il existe parce que finalement, un comportement, un propos, finalement, qu'il soit sur tel ou tel support, c'est vrai que la victime, en fait, peut toujours en fait, malgré tout, porter plainte. Après, c'est vrai que la question de l'anonymat, ça veut dire qu'il faut faire des enquêtes etc. Et que se pose toujours la question des moyens. C'est-à-dire qu'il faut effectivement énormément de moyens pour essayer de savoir qui se cache derrière les identités et que ça peut être problématique. Parce que du coup, ça va loin. Nathalie, on parlait un peu lors de la préparation de l'émission, cyberharcèlement, le porn revenge. Voilà. Oui, hélas. C'est quoi exactement ça ? C'est très très encadré maintenant, puisque avant on était dans, j'allais dire presque. C'est l'intimité, ça bafoué. J'allais dire oui, c'est ça. On avait un délit, aide-moi Claude, d'atteinte à la vie privée. Là maintenant, on est sur une atteinte à l'intimité sexuelle, c'est-à-dire on est sur quelque chose. Parce qu'avant l'atteinte à la vie privée, ça pouvait être j'ai pris une photo dans mon jardin ou alors je vous ai montré complètement nu. Alors il y a quand même des différences entre tout ça. Exactement. Donc il y a une graduation maintenant. Absolument. Parce que lorsque une personne fait une sextape ou je ne sais quoi, ça l'engage elle dans son intimité, que ce soit sur un outil vidéo à distance ou dans son lit, c'est la même chose. Si la capture des images est faite par le partenaire et que ça fuite, c'est qu'il y a quelque chose, que ça fuite à un moment où donc c'est qu'il y a une agression. La personne est victime de cette agression. Il y a eu l'affaire Griveaux. L'affaire Griveaux, je veux dire, oui. Mais n'empêche que la personne est victime d'une agression. Parce que, je veux dire, son intimité, c'est son intimité. Il a le droit d'avoir une intimité. Mais sauf qu'on n'a pas le droit de mettre cette intimité-là dans la sphère publique. Voilà, donc pour moi, je vous dis, la solution, c'est vraiment d'arrêter l'anonymat, déjà. Parce qu'on n'a pas idée, je veux dire, pourquoi le voile intégral, il est interdit dans la rue ? C'est pas pour rien. C'est parce que sans visage, on n'a pas d'existence. C'est vrai que sur les réseaux, sur Internet, on se cache derrière des pseudos. C'est un voile intégral, pardon. Mais pour moi, on est dans le même phénomène puisque les réseaux sociaux, par définition, c'est mettre en relation sociale. Et les gens se permettent de tout faire quand ils sont cachés. Exactement. Donc oui, une des solutions, ça serait de forcer les plateformes à prendre les cartes d'identité, par exemple, pour créer. En plus, ça limiterait l'ouverture de comptes par les jeunes, puisque je crois qu'il faut avoir souvent 13 ans. Facebook, je crois qu'il a décidé que c'était 13 ans. Il y a beaucoup de jeunes de 11-12 ans qui se mettent dessus. Il suffit de mettre n'importe quoi et voilà. Si on met des règles, s'il faut une carte vous savez, d'identité, comme sur les sites pornographiques, on clique « Oh bah oui, je suis majeur ». Bah non. Je suis navrée, mais l'âge, vous savez ce que c'est l'âge moyen d'accès aux premières images pornographiques ? 9 ans, 3 mois. C'est grave. Ah oui. C'est grave, parce que ça veut dire qu'on est dans une société où la génération d'adultes donne à voir à une génération d'enfants. Et ça, c'est grave. C'est extrêmement grave sur le plan incestuel. Donc ça veut dire que
on ne protège pas l'enfance. Et si on veut protéger l'enfance, on arrête l'anonymat, on met les cartes d'identité, bien entendu, parce qu'on accède à des choses. Bon, d'accord, ça reste sur le plan intime, mais on accède quand on est majeur. Ou on accède aux réseaux sociaux quand on a un certain âge. Donc les lois, c'est fait pour être... et les règles, c'est fait pour être respectées. C'est pas fait pour être transgressé facilement. Voilà. Le choc, quand même. Oui, le choc. Non, ça m'a choqué. Franchement, sur le coup, je m'attendais à genre 14 ans, des trucs comme ça. Mais non. Luc, hélas, tes enfants déjà l'âge. Ouais. Non, mais c'est chaud, effectivement. Est-ce qu'il y a des moyens mis en œuvre pour lutter contre le cyberharcèlement aujourd'hui? Il y a un numéro de téléphone. Alors, on a dit, il y a... Non, Claude? Il y a on a le 3020, mais là, c'est plus pour le harcèlement scolaire. Oui, puisque c'est quand même l'éducation nationale. Donc, c'est lié. On est sur il y a le net écoute. Ouais. Après, est-ce que vous connaissez l'association Lag Spirit? Ah non, personnellement, non. C'est une association nationale, Alors, c'est une association nationale. Ouais. Lag Spirit. Lag Spirit. Lag Spirit. Ouais. C'est une association. En vérité, c'est un motoclub. C'est un groupe de bikers. D'accord, ok. Ouais, de groupe de bikers. Essentiellement des policiers, des gendarmes, des militaires, des pompiers, des civils, des retraités, des actifs. Et qui ont mis pour vocation à leur association le harcèlement scolaire. C'est-à-dire que quand un parent, une victime les contacte, ils les orientent et ils mettent tout en œuvre avec cette famille que tout puisse s'organiser pour que le harcèlement dont cet enfant est victime soit sanctionné. Et s'il y a une défaillance dans les démarches administratives et les démarches juridiques, ils se déplacent en groupe de bikers. Sur une quarantaine de bikers. Au niveau national, visiblement. Oui, vous en avez. Alors, il y a l'entité, elle est à Paris, mais vous en avez plusieurs dans plusieurs régions. Sur la région PACA, ils sont sur Carpentras. Et ils se déplacent directement dans l'établissement scolaire. Et ils font bien sentir qu'ils sont là pour défendre le harcèlement. Et ils prennent le jeune qui a été victime de harcèlement sur la moto et lui font faire tout le tour de la commune. D'accord. C'est une association très sympa. Moi, je les ai eu au téléphone. Mais voilà, à la base, c'est un couple de bikers. Ils ont dit, faut qu'on défende une cause et ils défendent cette cause-là. C'est une façon de reconnaître aussi la victime. Ouais, c'est génial. Ouais. Lag Spirit, si vous voulez aller voir, tapez ça dans vos moteurs de recherche. Oui. Est-ce que je peux donner des coordonnées pour la formation justement contre le harcèlement scolaire? Vous avez l'organisme de formation iCare Reliance qui fait des formations dans toute la France. D'accord. Sur le harcèlement contre le harcèlement scolaire et pour former les professionnels à mettre en place des outils de la prévention et des outils de traitement, de repérage et de traitement. Donc iCare Reliance peut agir dans toute la France. C'est ça. On nous écoute partout. iCare, c'est Icar, Icar-du-6 reliance.com. Et là, vous trouvez toutes les formations nécessaires. Ok, et dans toute la France. Voilà. Pour conclure cette émission très très dense, on va se poser une dernière question. Donc, que faire quand on est harcelé, peu importe la forme, et comment sensibiliser les jeunes aujourd'hui? En parler. Il faut absolument en parler. Ok, en parler, ouvrir sa bouche. C'est un des premiers textes que j'ai dit en intro. Il faut en parler, il faut se dire que, déjà, en parler, c'est déjà une première avancée. C'est ce que j'ai dit en intro, effectivement, que la plupart des victimes sont très souvent trop silencieuses. Donc elles ne parlent pas assez. À mon avis, ne pas se poser la question de savoir si on vous croit ou pas, c'est déjà en parler. Et ensuite, bien sûr, dire stop, dire non. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, savoir dire non. Ouais. Et c'est vrai qu'après tout, le sport, etc., les sports de combat peuvent aussi apprendre aussi à se maîtriser, aussi à répondre. Mais en tout cas, dire stop à un moment donné. Et surtout, à en parler. C'est quelque chose d'extrêmement important, peu importe à qui, mais c'est demander de l'aide. Romaric Ou Romaric, oui. Oui, j'allais dire justement ne pas laisser banaliser tout fait qui arrive sur du harcèlement, des faits comme ça. Pas le minimiser. C'est grave, ne pas le minimiser, justement. On a trop souvent tendance à le banaliser, à laisser, comme on le disait tout à l'heure, un leader banaliser les faits sur quelqu'un qui le victimise. Des gens qui vont suivre parce qu'ils vont trouver ça drôle ou qu'ils n'ont pas envie d'être mal vus par ce leader. Et les personnes qui vont être au-dessus, qui vont entendre ces faits ou tout, banaliser en disant c'est des petites histoires, après tout, si telle personne se fait harceler, il l'a peut-être bien mérité. Faut pas laisser banaliser. Justement, la personne qui doit harceler doit se souvenir de ce qui s'est passé et que c'est intolérable. Simplement, Luc, moi je dirais briser le silence. Voilà.
C'est le mot pour conclure. On va se faire un petit tour de table. Donc, nous avions reçu pour cette émission Nathalie Rocailleux, qui est directrice de AFL Transition et psychologue clinicienne. Merci, Nathalie. Bonsoir et merci. Claude Payon, qui était retraité de la gendarmerie criminelle, formateur sécurité intérieure. Merci. Merci, Luc et Mylène. Nous avions Louisette Tiouchichine, qui est directrice de l'association Le Cap à Draguignan. Merci, Louisette. Merci à vous. Et Romaric Aubertin, qui est moniteur ceinture noire du self-défense Krav Maga Area à la Valette. Merci. Merci pour qu'on en parle. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Dans un débat très très dense, effectivement. On avait Mylène. aussi au téléphone Jordan et Pierre. Merci à eux. Oh oui, qui ont témoigné. Et Pierre, le responsable, le référent de l'antenne Stop Harcèlement de rue. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, hein, Mylène? Oui, on se dit à bientôt, à dans un mois. Allez, à ciao. Bye. Bye.